Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans Langue de foot, l'émission qui n'a plus aucun sens, mais qui parle foot tous les dimanches. Euh, Elio voulait nous faire une petite spéciale pour cette émission, donc vous voyez qu'il a débloqué un nouveau décor, un nouveau setup. Et là, on attend. Elio... Oh, Ah. oh putain, désolé Jair. Oh putain, j'ai couru là pour venir. De nouveau. Bonsoir à N'importe tous. quoi. N'importe quoi. Yo Riyad qui est encore là. J'espère que tu as apprécié cette entrée épique Ouais, d'Elio. Riyad. attends, deux choses avant de commencer cette émission, expliquer quel est ce nouveau décor, ce nouveau setup. Vous voyez, cette tête de con là que je suis, a oublié de faire son ordinateur au travail. Du coup, il n'y a pas, il y a pas de setup, il n'y a pas de beau micro, de belles lights, juste un iPhone. Voilà, donc nouveau setup débloqué. Le premier live iPhone d'Elio. Pour l'instant, ça tient. On va voir si ça va tenir. Et bon, Riyad nous dit c'est propre. Ah bah oui, c'est Écoute. propre, hein. Franchement, c'est propre que la webcam. Ouais, bon, tu vois qu'il y a quelques mots qui sautent quand même, Ah, Riyad, je merde. pense. Mais ça va, t'es compréhensible. T'es compréhensible, et puis, bon, voilà, Euh, hein. On sait très bien comment c'est Langue de foot. Robin, l'autre fille, pas dispo. Ce soir, tête à tête. Et il y a une petite tradition qui s'était perdue, et qu'on va restaurer ce soir. Allez, il nous prépare ses visus pour les réseaux en live. ouais. Oh C'est oui. que on dit bonsoir à chaque fois, mais il y a une tradition à Langue de foot, c'est qu'on dit bonsoir à tout le monde, sauf à une personne, un club, etc. Ça faisait un petit moment qu'on avait zappé de faire ça. Et donc ce soir, la personne à qui on ne dira pas bonsoir, c'est Monsieur Textor. Alors il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, on n'a pas pu commenter un petit peu tout ce qui s'était passé, mais le licenciement de Pierre Sage, c'est pas passé. C'est pas passé, on n'est pas supporter lyonnais. Mais c'est du n'importe quoi. Alors on sait que c'est du business, que c'est un jeu d'opportunité le foot. Mais là, comme je disais à Elio tout à l'heure, j'ai vu une stat passer qui m'a fait me dire que ouais, tout était dit. Je sais pas si vous avez vu aussi cette stat, mais Pierre Sage, depuis qu'il est à l'OL, au niveau du bilan du nombre de points gagnés par match depuis qu'il est à l'OL, il est tout simplement le troisième meilleur coach de l'histoire de l'OL. Derrière Perrin et derrière Houillet. Mais Perrin et Houillet ont tous les deux officié au moment où l'OL glanait ses 7 titres d'affilée, était injouable, avait un effectif de malade, avec des Juninho, des Diarra, des Essiens. Bon voilà, ceux qui étaient là à ce moment-là s'en souviennent. Sage, il est quasiment au même niveau de points pris, avec des Maitland Nice, avec des Verretou, avec des Cacré hors de forme. Un Ryan Cherki, on ne sait pas si c'est Lionel Messi ou si c'est Lionel Pepsi. Exactement. Et tu fais bien de souligner ça, Riyad. Ce soir, j'ai mis un très beau maillot. Ah oui, Le maillot. Maillot. Ouais, je vais raconter l'histoire du maillot. Le maillot de Guingamp. Par contre, je suis naze. J'ai même plus l'année en tête. Mais en tout cas, c'était une année durant laquelle à Guingamp jouait le grand, l'immense. Alors, je sais pas si on va voir. On voit là, on voit là. Oui, oui, bah alors, t'as Ok. ton micro devant. Ah, il y a mon micro devant, purée. Et voilà, là, on voit. Là, on voit bien. Voilà, donc évidemment, le grand, l'immense Claudio Beauvu. Pourquoi? Ben parce que c'est mon beau-frère qui m'a offert ce maillot. Parce qu'en fait, Claudio Beauvu était dans le même collège et dans le même lycée que moi. Donc voilà, donc très beau maillot, très gros joueur de Guingamp. Il a fait des très très grosses saisons là-bas avant de rejoindre l'OL. Et voilà, ouais, franchement, très sympa ce maillot des Guingampais. Elio, je t'ai même pas demandé, à part toutes ces péripéties, comment tu vas? Franchement, putain, 2025, c'est le bordel, hein, par contre, hein. Pour le moment, là, c'est un peu. Bah là, je pense que ce setup est à l'image. Allez sur Instagram, sur mon Instagram, pour voir la gueule de mon setup derrière. Là, de toute façon, dans l'angle de foot, on a tout vu jaillir. On a vu
le bunker de l'autre fille, le basique de Robin. On a vu la carrière Tourangelle de Helio. Et là, maintenant, on a l'iPhone. Oh, oui, et la cuisine d'Elio aussi. Et là, maintenant, on a la bedroom. Alors, à noter qu'Elio a eu la présence d'esprit de se dire je vais faire mon lit quand même, avant de lancer. T'as vu je suis au début, genre, on a préparé le live pendant 5-10 minutes. Et après 10 minutes, je me suis dit, ouais, je vais quand même faire mon lit quand même. Je me suis dit, C'est ça. allez, on va essayer de faire une bonne image. C'est ça. Bon, en tout cas, ce soir, on est content d'être de retour. Pas d'émission la semaine dernière, des petites péripéties personnelles pour les uns les autres dans l'émission. Là, on vient après 2 semaines d'absence, on est grave chaud. Il y a un gros programme avec des actus qui partent un peu dans tous les sens, entre du mercato et puis des coupes complètement folles. Bon, Elio nous présentera tout ça. Ensuite, on fera un point sur la Maxi Draft. Du coup, il y a eu 2 journées de Maxi Draft qui se sont déroulées, la J15 et la J16. Et c'était les 2 dernières journées avec nos effectifs de départ. Et la semaine prochaine, on vous dévoilera un petit peu les 4 changements faits par chaque coach. Oui. Voilà, des changements. Il y a des coachs qui ont eu du nez, vous verrez directement. Voilà, et c'est pas du tout parce que je dis ça que c'est de moi que je parle, n'est-ce pas, Elio? Et ensuite, on partira sur le Big Foot. On fera le tour comme d'habitude, les 3 gros matchs qui nous ont plu cette semaine. Le joueur de la semaine, la chute de la semaine, la perf de la semaine. On verra tout ça dans le Big Foot au niveau des 5 championnats du Big Five. Et puis on terminera par Eurocup. On fera une petite preview des affrontements à venir en Ligue des Champions parce que ouais, en fait, c'est fou parce qu'on s'est quitté sur la dernière fois qu'on s'est vu. On était en train de faire la preview de Stuttgart PSG. On se revoit 2 semaines après. En fait, on va déjà pouvoir faire la preview de City Real. La Ligue des Champions, c'est tout le temps cette année. Plutôt cool. Et puis voilà. Et puis peut-être qu'on fera un petit jeu à la fin s'il reste encore du temps. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait une maxi pause. Hein. Je me rappelle. On avait bah je crois, oui. la Champions. Ben, de toute façon, ça s'arrêtait en mi-décembre, la Champions à peu près, et ça reprenait mi-février. Donc ouais, 2 mois. Ça faisait 2 mois. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Faut que tu te rapproches encore un petit peu plus de ton tel si tu peux, Elio, il y a trop de cuts. Ah. Si par contre, du coup, je vais devoir baisser ton son. Ok. Ouais, non, là t'abuses un peu. Là, tu vas traumatiser les gens, là. Quoi, les dans l'angle de foot. Oh putain. Oh là là, c'est quoi cette émission? Bon, let's go, Elio. T'es paré pour nous balancer les actus. Je te mets ça tout de suite, le fast-foot. Ça démarre direct avec ce grand monsieur. La première actu, mesdames et messieurs, elle nous rend tous un peu tristes parce que l'un des plus grands latérales brésiliens de tous les temps a quitté le monde du football. Il est passé par le Real, par l'Olympiakos, et il a clôturé sa carrière à Fluminense. Marcelo arrête le football. C'est plus de 664 matchs joués, Marcelo, avec tous ses clubs, toutes compétitions confondues. Et surtout, c'est 6 championnats d'Espagne et c'est 5 Ligues des Champions, Marcelo. Alors, là, je te pose la question, Jair, peut-être que c'est pas le bon moment, parce que son principal rival, il est dans des affaires judiciaires. Mais si maintenant, si on parle que de football, tu devais choisir entre Marcelo et Dani Alves pour un rôle de latéral, qui tu prends? Ah non, mais moi, il n'y a même pas de débat pour moi, en fait. Je prends Marcelo tous les jours. Au-delà des affaires judiciaires de Dani Alves, qui évidemment ferait que de toute façon, je ferais pencher la balance pour Marcelo. Mais même s'il n'y avait pas cet élément, Marcelo... En fait, Dani Alves ne m'a pas fait rêver. Je l'ai trouvé super fort, vraiment. Mais il m'a jamais fait rêver. Il m'a jamais mis des étoiles dans les yeux. Marcelo, mais il l'a fait à tellement de reprises. Et il y a notamment 2 années consécutives pendant lesquelles, pour moi, le prime Marcelo de ces 2 années-là, je réfléchissais. Et pour moi, c'est top 1 de l'histoire du foot en latéral gauche. Et devant Roberto Carlos. Ouais, mais Maldini, pour moi, c'est quand même plus ce qu'il a fait en défense centrale ou dans une défense à 3 qui m'a marqué. Mais parce que Maldini n'est pas un latéral aussi complet que Marcelo, si on prend que le poste de latéral. Et après, ouais.
Après, en termes de continuité, je trouve que Dani Alves a été beaucoup plus continu que Marcelo. Beaucoup plus régulier, on va dire. Je suis d'accord. Mais moi, là, je parle vraiment juste en termes de prime. Le prime Marcelo, pour moi, il n'y avait rien au-dessus. Il était tellement technique, tellement vif, tellement bon défensivement aussi, en fait. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que c'était un monstre offensivement, mais sur les années de prime dont je parle, il était vraiment très fort aussi défensivement. Et puis, ouais, et puis les trophées parlent pour lui. Non, ce qu'il a fait au Real. En plus, je me souviens très bien qu'il y a eu toute une période au Real où Marcelo, il était un peu considéré comme un tocard. Il était pas bon. Hein. Il y a eu des périodes au Real où il était pas bon, il était vraiment décrié. Et d'un coup, il a step up. Un peu comme Vinicius, qui a eu aussi sa période tocard au Real. Et d'un coup, qui a step up pour devenir un top monde. Et moi, pour moi, sur son prime, vraiment, je le mets au-dessus de tous les autres. Mais pour moi, Marcelo, c'est vrai. Là, je reparle du moment où il a eu une légère descente. C'est que Marcelo, il y a certains moments où c'était juste devenu un boucher. En défense, il y a une période, je me rappelle, vers le milieu des années 2010, avant même la décima, où vraiment, genre, c'était un défenseur, genre, c'était un mec qui te cassait des genoux, hein, Marcelo. Ah ouais, bah tu vois, bah ça je m'en souviens même pas, ça a tellement effacé le reste. Oui. Moi je me souvenais juste qu'il perdait beaucoup de ballons, qu'il était pas bon défensivement, mais le côté bouché, je m'en souvenais pas. Ouais. Bon, je vais encore parler de lui, mais après je vais arrêter parce que je n'aime pas parler de ce genre de personnes. Mais par exemple, tu vois, Dani Alves, il avait cette capacité-là, dès qu'il arrivait dans une nouvelle équipe, de s'adapter tout de suite. Ah oui, non mais complètement. Après, Dani Alves a eu une connexion hallucinante avec Léo Messi notamment, avec cette équipe du Barça phénoménale. Bon voilà, hein, Alves, je dis pas qu'Alves c'était pas un monstre, Alves c'est un monstre, mais Alves c'est pas un monstre qui m'a mis des étoiles dans les yeux. Il m'a plutôt subjugué par sa régularité, sa puissance, sa capacité à se projeter, etc. Mais Marcelo, c'est vraiment son toucher de balle. Je veux dire, c'était tellement soyeux, tellement propre. Et puis son QI foot était tellement élevé. Il faisait des appels de balles incroyables, il donnait des ballons incroyables dans la profondeur à Cristiano Ronaldo notamment. Franchement, non, là, très très gros joueur qui prend sa retraite. En plus, je crois que dans l'émission précédente, tu nous disais qu'il allait peut-être atterrir à Lecce. Il me semble qu'il y avait une... C'est ce que la presse italienne avait annoncé. Il y avait énormément de rumeurs qui disaient ça, mais au final, je pense que, allez, entre partir à la retraite, voyager partout dans le monde où tu veux, ou aller jouer à Lecce... Je suis d'accord avec lui. Je t'en veux pas, Marcelo, même si j'aurais kiffé acheter le maillot Lecce avec écrit Marcelo derrière. J'aurais kiffé. Ah bah ça c'est clair, collector direct. Direct. Bon, après, il y a peut-être un nouveau maillot que j'irai acheter peut-être. Ah ouais. Ah, intéressant. Bon bah écoute, on va balancer ça direct sur la news suivante. Hop là. Double news. C'était la fin du mercato. En fait, je vais pas vous mentir, je ne sais plus quand est-ce que s'arrête le mercato, les amis. Je ne sais plus. À l'époque, 1er au 31 janvier. Maintenant, il y a des prêts, il y a des coachs qui partent au mois de novembre, qui arrivent. On ne sait plus. Le mercato, j'ai l'impression que c'est tout le temps. Mais on a eu 2 grosses recrues qui sont arrivées sur le mercato. On va d'abord commencer par la recrue de droite, Ismaël Bennacer, qui quitte l'AC Milan et qui arrive à l'Olympique de Marseille, qui arrive avec un prêt avec option d'achat. Et une petite anecdote assez drôle que j'ai lue sur Twitter, un supporter de l'Olympique de Marseille l'a évoqué, il a dit en août, on priait pour que Rabiot rejoigne l'AC Milan, pour que Bennacer rejoigne l'OM. Ah ouais. Et là, les deux. Ah ouais, non, c'est fou. Non, mais c'est assez fou. Alors après, pour tempérer un petit peu, donc bon, ça reste une superbe acquisition, surtout pour le niveau de la Ligue 1, et surtout par rapport au fait qu'on voit déjà que Marseille, sans lui, a déjà une certaine marge en Ligue 1 par rapport au reste des équipes, si on exclut Paris. Mais c'est vrai que Bennacer était quand même devenu le choix numéro 5 au milieu à Milan. Que Fofana, Moussa... Reinders et qui j'oublie encore,
C'est Loftus-Cheek peut-être. Loftus-Cheek. Ouais, et Loftus-Cheek était devant dans l'esprit de Fonseca dans un premier temps et probablement aussi dans celui de Conceição, vu que Conceição le laisse partir. Donc c'est pas le Bennacer Prime qu'on a pu connaître à Milan qui était monstrueux et qui là était coché sur la feuille de match toujours, tous les jours, tout le temps. Mais ça reste quand même un joueur de classe internationale. Et on sent en fait dans ce mercato marseillais là avec toutes les arrivées, donc il y a eu Bennacer, il y a eu Guiri, il y a eu Luis Felipe et un dernier dont j'oublie le nom. On sent qu'en fait Marseille ils sont dans un projet sur le moyen terme et qu'ils sont déjà en fait en train de penser à la saison suivante. Là pour moi ils sont clairement en train de se préparer une équipe qui va pas venir faire de la figuration en Ligue des Champions et va viser le top 24, voire la première moitié du top 24. Parce que c'est du solide à tous les postes et le coach, top coach. Pour le moment, c'est qu'un prêt. Hein. Il y a une option d'achat, mais pour le moment, c'est qu'un prêt Bennacer. Ouais, l'option d'achat, elle est à combien? Elle est à 13 millions d'euros. Oui, donc si le gars il convainc, si Marseille prend le chèque de la Ligue des Champions, en plus on a vu là les émoluments, les revenus touchés par les clubs français qui se sont qualifiés là pour la suite de la Ligue des Champions, on voit que c'est des sommes énormes. Je crois que celui qui a pris le moins pour l'instant c'est Brest et c'est plus de 50 millions. Ouais, mais ça par contre c'est un truc de fou par contre. Bah ouais, donc du coup les 13 millions sur Bennacer, tous les jours ils les mettent. Hein. Ouais. Encore une fois, si floppe pas, hein, parce que bon, on sait jamais dans le football, mais je... Ouais, mais là quand même là, le milieu de terrain Hubsberg, Rabiot, Bennacer. Non, c'est fou. C'est fou. C'est un milieu de terrain, mais je suis désolé, mais entre ce milieu-là et le milieu du PSG, j'ai des doutes. Hein. Non, faut pas exagérer par contre là, faut pas exagérer. Paname là, ils sont en train de faire un truc. Ils ont fait des matchs là, Paname, je sais pas si c'est aussi une question de qualité intrinsèque des joueurs, mais déjà, il y a aucun des trois joueurs cités qui boxe avec le Neves actuel. le Neves actuel, c'est juste une espèce de fusion de Gattuso et Iniesta, le gars. Donc, moi, il y a 2 semaines, qui disait c'était le non, mais bon. Mais vas-y, on va pas. De toute façon, il y a plein de moments où on va avoir besoin de parler du PSG ce soir, donc je vais pas en dire trop. Mais non, j'irai pas jusqu'à dire que ça match avec du Vitinha, Neves, Zaïre Emery ou Fabian Ruiz. Mais c'est très très costaud. Et par contre, par rapport aux autres milieux de la Ligue 1, c'est largement au-dessus. Pas mal, hein. Ah, mais complètement. C'est fou. C'est fou parce que le club qui l'a vendu a réalisé un mercato d'hiver qui est absolument extraordinaire. Clairement, sur le papier, le mercato d'hiver réalisé par l'AC Milan est fou. Ils ont comblé absolument tous les défauts qu'ils avaient lors de la première partie de saison. Bah du coup, parce que moi je me souviens même plus qui c'est qui est arrivé. Donc il y a du Daniel, il y a du Kyle Walker, du Joao Félix, et c'est qui les autres recrues du Milan du coup? Alors, la dernière principale recrue, c'est Santiago Jiménez. Ok, et Santiago Jiménez, il vient d'où? Alors, il vient du championnat des Pays-Bas et il a marqué ce week-end d'ailleurs, Santiago Jiménez. Ah, c'était le buteur du Feyenoord. C'est ça, exactement. Qui a été excellent en Ligue des Champions. Ouais. Mais d'ailleurs, en plus, c'est quand même assez drôle qu'ils achètent le buteur de l'équipe qu'ils vont affronter en barrage. Ouais, on en parlait la semaine dernière à quel point le mercato d'hiver c'était ridicule. Ah mais là quand même le Feyenoord, je veux dire, il se tire quand même un peu une balle dans le pied quoi. Je veux dire, si ton buteur est courtisé, bon peut-être tu le vends pas à l'équipe que tu vas rencontrer en barrage quoi. C'est fou de faire ça. C'est un peu ridicule. Ouais. C'est un peu ridicule et ça démontre aussi la stupidité, comme on en parlait lorsqu'on parlait du transfert d'Omar Marmouche, de la stupidité un petit peu du championnat, du mercato d'hiver. Parce que là, en fait, ça te nique une saison, très clairement, de faire des trucs comme ça. Genre, on est sur un point qui est complètement ridicule. Ouais. Ben, ouais. Après ça, ouais, on en a déjà débattu la semaine dernière, donc je vais pas surenchérir, mais c'est sûr que le mercato hivernal pose question. Mais du coup, le joueur sur la miniature, Joao Félix, comment c'est reçu en Italie? Moi, j'ai titré... Attends, juste, je termine sur ça. J'ai titré Félix le chat, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il retombe toujours sur ses pattes, mais en fait, j'ai aussi l'impression inverse, qu'il retombe toujours ailleurs et jamais vraiment sur ses pattes, parce qu'à chaque fois...
ça marche pas. Là, c'est reçu comment par la presse italienne et par les... Déjà, ça reste un immense talent. Joao Félix, qui n'a que 25 ans, ça reste un joueur qui a beaucoup à montrer. Et c'est un joueur qui a été tout de suite mis on va dire, devant le public de San Siro lors du match face à la Roma en Coupe d'Italie. Et il a tout de suite marqué. Bah ouais, avec cette célébration à la... un peu à la Steph Curry. À la Steph Curry, voilà. Salut Jean Isler qui nous dit yo les gars, ça va très bien et toi? Salut Jean. Et donc du coup, non, Joao Félix, c'est assez... on va dire que c'est un transfert qui est quand même assez... c'est un truc, ça reste quand même un truc de fou, parce que ça reste quand même un nom qui fait parler. Et en fait, l'AC Milan devient de plus en plus anglo-portugais. De plus en plus. Ouais, c'est vrai, Leao, Félix, Kyle Walker, il y a Loftus-Cheek, il y a qui d'autre? Tammy Abraham. Ah oui, Tammy Abraham. T'as Conceição sur le banc. T'as l'Axe Atlantique à l'AC Milan. Et en vrai, là, ça joue plutôt bien. Et même le transfert de Santiago Giménez a payé parce que l'AC Milan s'est imposé ce week-end et qu'il a marqué aussi. Ok, ouais, joueur que je connais pas beaucoup vraiment. Donc, c'est intéressant de suivre ses débuts. D'ailleurs, bon, pour le moment, la saison de l'AC Milan est plutôt compliquée. Ils sont très loin de la Ligue des Champions. Zlatan Ibrahimovic, dans un style très zlatanesque, a déclaré, parce qu'il est toujours haut placé à l'AC Milan, il a déclaré « Oui, peut-être qu'en championnat c'est dur, mais pour le moment, je vous demande qui est la seule équipe qui a gagné un trophée en Italie. » Ok, il va surfer sur la Super Coupe toute la saison. Bon, s'il est content. S'il est content. C'est vrai que c'était une belle Super Coupe. Tu gagnes la Super Coupe en battant l'Inter. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'AC Milan, parce qu'on n'a pas fait d'émission la semaine dernière pour des raisons qui nous regardent, la semaine dernière, il y a eu le derby Inter-AC Milan et il y a eu match nul. L'Inter n'a toujours pas battu l'AC Milan cette saison. Ouais, c'est pas faux. Alors après, ouais, l'Inter avait quand même pas mal dominé ce match, mais et au final, le match nul était vraiment mérité. Mais c'est vrai que l'AC Milan a failli faire hold-up et carrément même remporter le match pour la deuxième fois de suite contre l'Inter. Donc ouais, au niveau des derbies, les supporters sont bien. Ça me rend fou, j'allais dire, genre, on est sur le papier, avec l'un des pires AC Milan de l'histoire, face à certainement l'un des top 5 Inter les plus forts, et l'Inter ne bat pas l'AC Milan. Le football est magique. Ouais, de toute façon, on reviendra sur la Serie A tout à l'heure, mais c'est vrai que ce championnat, il prend une tournure assez inattendue et il est complètement imprévisible. Tu peux pas prédire quoi que ce soit sur le futur de ce championnat à l'heure actuelle. Là, c'est trop... Là, je veux pas spoiler, mais pour moi, je pense que le trophée va revenir au sud de Rome. Je pense. Ok, et ben écoute, on verra ça. On enchaîne avec la news suivante. Donc Joao Félix. Alors oui, si j'avais mis quand même ce petit tweet de Scipion. Scipion, si vous connaissez pas, c'est vraiment un gars qui s'y connaît extrêmement en football, qui intervient donc qui travaille pour des journaux sportifs et qui notamment intervient dans l'émission Hors-jeu de Bruce Granek. Qui est vraiment un gars top, qui s'y connaît. Il y a peu de gens en France qui s'y connaissent en tant que lui, niveau foot. Et il avait mis ça sur Joao Félix. On peut tellement prédire la suite de sa carrière. Été 2026, été 2026 tente de se relancer à Galatasaray. 2, échec. Part en prêt pendant 6 mois à Wolverhampton. Merci Jorge Mendes. 3, été 2028, retour aux sources à Benfica. 4, très vite cramé. Un dernier challenge en MLS au Milwaukee United. Et c'est vrai que franchement, c'est tellement plausible. Non, mais par contre, c'est une excellente analyse, par contre. C'est, parce que je trouve que franchement, c'est extrêmement plausible. Franchement, ouais. À Joao Félix de nous démontrer qu'il a plus de talent et qu'il a autant de talent que ce qu'on en espérait à la base et de sortir de cette trajectoire-là. Mais s'il la suit, ce sera peut-être la prediction of the year. On devra faire un award pour dans 4 ans. D'ailleurs, parce que Joao Félix, bon, c'est pas vraiment lui qui l'a remplacé, mais il y a quand même le départ d'Alvaro Morata au Galatasaray, je pense, qui a influencé ce... Merci à Galatasaray de m'avoir débarrassé dans ma maxi draft de ce joueur, de l'avoir extradé d'Europe pour que je puisse le remplacer par quelqu'un qui sera dévoilé la prochaine fois et qui fait déjà beaucoup de bien à ma team.
Et ouais, non, bah Morata, c'est fou son histoire là, parce que il arrive au Milan, on a cette histoire complètement lunaire avec le maire qui leak son adresse. Il a ses problèmes personnels avec ce divorce avec sa femme. Et là, en fait, après moins de 4-5 mois à Milan, il est déjà out pour aller à Galatasaray. Aucun sens son année 24-25 à l'ami Morata. Je pense donc voilà. je vais maintenir la théorie. Alors peut-être que je vais avoir des problèmes judiciaires, peut-être avec des organisations. Oh là là, ça y est, le cut de l'émission, c'est pour maintenant. Pour moi, Alvaro Morata est tout simplement un blanchisseur d'argent. Je m'attendais pas à ça. Oh, mais Jair, on l'a tous déjà pensé. Non, non, moi j'ai jamais pensé à ça. Le joueur qui, avec Romelu Lukaku, c'est les deux joueurs qui ont la valeur de transfert, tout transfert cumulé, la plus chère de l'histoire du football. Sérieux? Ah, c'est intéressant ça comme stat, j'avais jamais entendu ça. Ouais. Ah ouais, j'ai pas pensé à regarder ça. Lukaku et Morata. Ouais. Sérieux? Purée, truc de fou. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Du coup, moi, je me pose vraiment la question. Je me dis, mais c'est pas. Et évidemment, je ne suis pas le seul à le penser, parce que je l'ai lu sur internet et je me suis dit, pour moi, la théorie, je la kiffe, du coup, elle est vraie. Ok, bon bah écoute Momo, tu sais ce qu'il te reste à faire pour faire changer d'avis à Elio. Il va falloir que tu prennes la Galatasaray. Ouais, ils doivent. Attends, Galatasaray, ils sont encore en Europa League. C'est lui que t'as appelé Momo? Oui, Momo. Attends, je l'ai eu dans ma team. J'ai été son coach pendant 6 mois là. Au bout d'un moment, au bout de 6 mois, un gars qui est dans ma team depuis 6 mois, c'est Momo. donc, ouais. Bon allez, news suivante, actu suivante, The Revenant. Enfin, le début. En fait, c'est quand tu fais une saison qui relate ce qui s'est passé avant la saison 1. Là, on est sur The Revenant, saison -10. Ouais. Les Girondins de Bordeaux, on a suivi, vous avez suivi avec l'angle de foot pendant toute la première partie de saison les péripéties extraordinaires, descendra pas. Et bien finalement, les Girondins de Bordeaux sont en National 2. On les avait un petit peu oubliés, les Girondins de Bordeaux. Et bien finalement, en fait, les Bordelais sont en train de réaliser la remontada du siècle. Ils sont du siècle, je sais pas. Ils sont en train de réaliser avec des mecs, bon, on va pas parler des salaires des joueurs de football qui sont sortis parce que ça fait aussi un peu scandale. Des mecs qui sont payés 15 000 € pour de la N2, c'est pas mal. Ah ouais, mais j'avais pas vu ça moi, je savais pas. Il y a des chiffres, je vous invite à aller regarder sur internet qui sont sortis. Ok, c'est bon. C'est bon, je suis de retour, magnifique. L'iPhone 13 vous sauve la vie. Alors, j'ai décidé de vous raconter un petit peu la saison des Girondins de Bordeaux en vous parlant il y a Andy Carroll. J'ai envie de vous parler de cette histoire comme étant des cavaliers. Parce que les Bordelais, c'est un peu ça. C'est un peu des soldats modernes, des chevaliers de nos temps. Ils ont d'abord dû aller dans diverses contrées bretonnes. Ils sont allés battre 3-1 Dinan. Puis, ils sont allés vaincre les terrifiants vendéens que sont les Herbiers 2-0. D'ailleurs, les Herbiers, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est Marseille. Qui a joué la de France. Ouais, qui avait battu Marseille, c'est ça? Qui avait sorti Marseille. Et Philippe Catherine avait fait un son en hommage aux Herbiers. Je vous invite à aller l'écouter après l'émission. C'est un son très drôle. Puis, ils ont continué à errer dans les coins privés Saint-Hilaire. Ils sont allés jusqu'à Avranches. Mais malheureusement, ils étaient fatigués. Et aux terribles soldats de Locminé, ils ont perdu 2-1. Que réalise Bordeaux? Est-ce que les Girondins de Bordeaux réussiront à revenir en National 1? Parce que oui, c'est très concurrentiel. Là, vous avez vu en haut, il y a écrit groupe B. C'est quoi ce Poule B, ouais, Poule B. Parce qu'en fait, Poule B, groupe B, Poule B, c'est Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. J'ai 70 ans. Alors,
Si vous avez la rêve de Schtroumpf et Verschroom, c'est pas la même chose. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais en plus, c'est toi qui as raison, c'est écrit groupe B sur la, sur ce que j'ai mis, je croyais que c'était écrit poule. En fait, dans les divisions nationales, en fait, c'est divisé par zone géographique. Du coup, il y a le groupe A, le groupe B, le groupe C. Le groupe B, c'est le groupe Ouest, Sud-Ouest. Et c'est très compliqué d'accéder à la nationale parce qu'en fait, il n'y a que le leader qui monte. Ah ouais, ok. Dans Ouais. chaque groupe, il y a que le leader qui monte. Il y a pas ensuite de phase de playoff, il y a pas de. Non, promotion, il n'y a que le numéro 1 qui monte. Ah ouais, ok, ok. Parce que en fait, ça fait 3 promus. Ouais, ouais. Ok, et il y a c'est saison régulière, il y a pas de playoff, c'est juste saison régulière, le premier monte. Mais on va voir, est-ce que les Girondins, les amis, j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que, bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui suit la Nationale 2, le Ah, il y en a, il y en B. a. Bah Scipion, dont je parlais tout à l'heure, c'est un grand supporter des Girondins de Bordeaux. Il continue d'aller parfois au stade voir les matchs et tout, et donc il y en a, il y en a. Ah, Chipion. Ok, et ben écoute, merci Elio pour cette Oui, brève magnifique. Je vous ai fait un petit résumé, mais il y a des choses qui essayent de renaître et d'autres comme Football Manager 25 qui disparaissent. Aïe 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 aïe. Mec, putain, je suis à l'INA quand même. Faut qu'on représente un peu. Football Manager 2025, c'est le jeu. En fait, c'est le jeu. Vous lisez le titre, vous lisez le nom du jeu. Vous savez, il y a des odeurs qui viennent dans le nez, des images. On a tous déjà joué à Football Manager et on a tous déjà voulu devenir le prochain Pep Guardiola en prenant notre club de quartier et après 15 saisons, on fait venir Lionel Messi. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce que Football Manager 2025 est annulé. Ça ne sortira pas. C'est quand même pas mal coup de tonnerre dans le monde des jeux vidéo de sport. Mais les fans, pour avoir lu un peu sur Internet, les fans s'y attendaient. Parce qu'en fait, le jeu était censé sortir en novembre. Il a été reporté une première fois, une deuxième fois. Et finalement, il était censé être réannoncé. Et en fait, Sega, qui produit le jeu, a annoncé que, d'ailleurs, oui, Sega, exactement les mêmes producteurs que Sonic. C'est un peu bizarre de lier Football Manager et Sonic comme ça, mais bon. Mais en tout cas, Football Manager 2025 est annulé. Et du coup, les raisons qu'ils ont évoquées, c'est nous ne sommes pas réussis à arriver aux prérequis nécessaires pour offrir l'expérience suffisante de complète immersion. Ils ont sorti les violons, hein, les gars. Hein. Mais en tout cas, le prochain, ils ont décidé de se concentrer sur FM 2026, qui lui devra sortir en octobre. Non, mais par contre, moi, c'est ça que je trouve spécial, c'est de dire on annule le FM 25. Ouais, et donc du coup, ah oui, non, mais c'est parce qu'en fait dans FM, je suis trop bête, c'est lié à l'année. Ok, d'accord, oui. Donc, Oui, mais le truc c'est qu'ils sortent généralement en septembre les jeux ou novembre, donc on sera toujours en 25. Oui. Ils auraient pu, bon, mais ok. Donc le prochain s'appellera FM 26. Oui, les Football Managers sortent aux alentours de novembre. Ouais. Comme novembre à peu près. Ok. Ouais, ouais, très gros jeu comme t'as dit. Je pense que beaucoup de monde a déjà testé le jeu. Enfin, après, moi je sais que c'est plutôt une fois que j'étais déjà adulte que j'ai testé ce jeu-là, mais je sais même pas en même temps s'il existait déjà. Je sais pas depuis combien de temps ça existe Football Manager, mais en tout cas c'est sûr que c'est un jeu qui te donne trop de kiff quoi. Où tu peux faire aussi des saisons en ligne avec tes potes où vous prenez chacun un club et vous pouvez vous affronter dans un même championnat et tout. Et puis c'est surtout qu'on sait que c'est un jeu qui a carrément été utilisé par certains clubs dans leur recrutement. Pour repérer des joueurs. Moi, le cas le plus mythique duquel je me souviens, c'est celui de Gabriel Aubertan. Moi, j'allais parler de Roberto Firmino. Ah, bah c'est plus récent alors ça, je pense. Mais Aubertan, c'était un peu par rapport à ça qu'il avait... Enfin, dans la légende, c'est un peu par rapport à ce jeu qu'il a été recruté par Manchester United pour finalement bien flopper. Mais ouais, non, c'est un jeu iconique. Et d'ailleurs, il y a même eu le championnat du monde sur FM24 il y a pas longtemps et qui a été remporté, il me semble, par un Indonésien, si je dis pas de bêtises. Oh là là, le championnat du monde. Oh là là. Ouais, non, le championnat du monde, mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ouais, bon. mais là, c'est mais Football Manager 2025, c'est. Putain, mais après peut-être que je suis. Peut-être que j'ai une mauvaise image des mecs qui jouent, mais parce qu'en fait, je le dis parce que moi j'ai été comme ça quand je jouais à Football Manager.
Comment? Moi, je jouais comme. J'étais un sans vie sociale, je sortais plus de chez moi. Ah non mais là attention, hein, là le mec qui est champion du monde, j'avais lu un petit article sur lui, il a un coach personnel, ils ont quasiment tous des coachs personnels. Le... Faire l'âme du jeu. Parce que l'âme de Football Manager, c'est quand même d'entraîner ton équipe à toi. Ouais, mais après je te dis, je connais pas assez bien le format du championnat du monde, comment ça se passe. Je crois que c'est une compétition avec des matchs aller-retour. Et l'équipe qui est possédée par chaque participant, par contre je sais pas comment ça fonctionne. Mais en même temps, on cherche un spécialiste jeu vidéo pour langue de foot en ce moment. Donc voilà, quand on aura trouvé, on aura ces infos-là. On a déjà des pistes, on va le trouver, j'allais dire. Ouais, t'inquiète, moi, je sais bien. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que moi, c'est pas mon domaine, je m'y connais pas assez. Ouais. Ah, purée. Ah, Riyad, il est monstrueux, Riyad. Il me dit, je vous regarde et je mange mon yaourt Malo. On l'a pas fait ça, tester les yaourts Malo. Riyad, il a des yaourts Malo. J'avais complètement zappé. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est parce que c'est le sponsor de Brest et qu'on s'est dit, mais laisse tomber comment ils ont géré quand ils ont décidé de sponsoriser Brest, parce que maintenant, on les voit partout en Ligue des Champions. Il y a écrit en gros yaourt Malo sur le maillot et on s'est dit, mais ils ont dû payer peanuts pour être en gros sur le maillot, et maintenant, au final, ils sont sur le maillot d'une équipe qui est en Ligue des Champions. Donc voilà, on s'était dit qu'on ferait une petite dégustation yaourt Malo à langue de foot. Et voilà, donc Riyad, il nous a devancé. Mais bon, Riyad, il a toujours un temps d'avance de toute façon. Dernière actu. La folie. La dernière actu, parce que Football Manager 2025 ne sortira pas. Mais quelque chose me dit que cette saison en Coupe de France ressemble beaucoup à une saison de Football Manager pour beaucoup de clubs quand même. Truc de malade. Et justement, d'ailleurs, tu parlais de Bordeaux tout à l'heure. La Nationale 2, il va falloir mettre du respect dessus. Alors, je vais juste vous dire Cannes, Dunkerque, Guingamp, le Stade Briochin, c'est pas du tout des endroits où j'ai envie d'envoyer mes ex, c'est tout simplement les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France. On est dans un multiverse. On est dans. Il y a deux clubs de National 2. Il y a deux clubs de National 2 en quart de finale de la Coupe de France. C'est-à-dire que Bordeaux, en fait, ils sont méritants d'être premiers. Ils affrontent pas des tocards. Ils affrontent des vraies équipes. Non, mais c'est un truc de fou. C'est vrai que si tu mets pas Paris dans les 4, tu te dis, ah, c'est la Gambardella. Dans les 8, mec, dans les 8. Tu comprends pas. S'il y a pas le PSG, tu sais pas c'est quoi cette compétition. Tu te dis que c'est une compétition de quartier. C'est vraiment fou, mais du coup, bon, Paris, du coup, ça fait que ils ont un boulevard pour aller la remporter. Paris n'a. C'est ça. Par contre, après, bon, faut mettre du respect sur Brest. Il y a Brest quand même qui est toujours en Ligue des Champions et en Coupe de France et qui est plutôt bien placé en championnat. Brest, ils sont genre 7ème en Ligue 1. C'est incroyable leur saison. Je rêve d'un doublé Coupe de France, Ligue des Champions de Brest. Ça y est, plus que pour ça. Ça va être, va falloir passer sur Paris les 2 fois quand même, donc ça va être un peu compliqué. Mais non, mais bon, après on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. Il y a eu une dinguerie aujourd'hui qui s'est produite en Coupe d'Angleterre à ma grande, pour ma plus grande peine, à mon grand désarroi. Donc voilà. Visualisons le multivers dans lequel le Stade Briochin élimine le PSG. Et puis, après, voilà, on aura une finale de Coupe de France Stade Briochin à Escannes. Et l'histoire sera faite. Là, c'est. Il faut quand même qu'on parle de la dinguerie Dunkerque-Lille, du derby du Schnorr. Faut qu'on. Incroyable. Mais ouais. Mais même le Stade Briochin contre Nice, c'est un truc de fou. Ouais, mais moi j'ai regardé Dunkerque-Lille. Et je peux te dire que moi, putain, j'ai jamais été aussi heureux de pas être lillois. J'avoue. Mais d'ailleurs, sale semaine. Non, mais bon, on va peut-être reparler de plus tard. Par contre, c'est vraiment c'est le choc de l'année. Hein. C'est pas loin. Alors nous Monaco, on a eu la décence de sortir contre Reims pour éviter d'aller nous faire humilier par une équipe de division inférieure. Mais honnêtement, je suis sûr que Monaco à la place de Lille, ils font la même. Hein. Les équipes de Ligue 1 là, il y a quand même de l'inconstance dans l'air. Mais ouais. Je pense que c'est la période de l'année.
Je pense que c'est toujours comme ça. On essaie de trouver une excuse. Non, mais Dunkerque pourra dire, écoutez, nous, on a sorti une équipe du top 7 européen. Voilà. On a sorti. Ah ouais, par contre, le match du gardien de Dunkerque, faut qu'on en parle. Hein. Ouais, il est fou. Il est complètement fou. Ah, mais lui, je pense qu'il a dû passer la plus belle soirée de sa vie après lui. Hein. Ah, bah, mais de toute façon, attends, c'était quoi? Il menait 2-0 dans la séance de tir au but, c'est ça, ouais. Lille? Il menait 2-0. Déjà, moi, de toute ma vie, j'avais jamais vu ça. Une équipe qui rate ses 2 premiers tirs au but, que l'autre met les 3 premiers. Non, Lille a mis les 3 premiers. C'est ça qui est fou. Lille menait 3-0 dans cette séance de tir au but. Mais Dunkerque n'avait tiré que 2 fois. Et donc Dunkerque a mis les 3 derniers. Lille rate les 2 derniers. Donc Lille a eu quand même, du coup, en tout, ça fait 5 balles de match pour Lille d'affilée. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que quand ils sont à 3-0, si le mec de Dunkerque rate, ça s'arrête tout de suite. Donc là, il marque. Là, le Lillois, s'il marque, ça s'arrête. Il rate. Si le mec de Dunkerque rate, ça s'arrête tout de suite, il marque. Le Lillois, s'il marque, c'est fini, il rate. Incroyable. Et ensuite, il fallait que le mec de Dunkerque égalise encore à 5-5 et il marque. 5 balles de match dans une séance de tir au but ratée. J'ai jamais vu ça. C'est légendaire. Le mental est phénoménal. Ah ouais, non, c'est... il est... Parce qu'à plein de moments dans le match, tu te dis, genre, à plein... Mais là, par exemple, genre, même quand André Gomez y marque, genre, Dunkerque, c'est un tir cadré. C'est ouf. Non, ouf. Franchement, j'ai pris du plaisir. Et aussi, on le voit aussi qu'à Lille, il y a du talent. Hudson-Edouard, il est trop fort. Hudson-Edouard, c'est... bon, après, c'est de la Coupe de France, c'est un peu biaisé. C'est pas des joueurs de première division en face. Mais quand même, il y a du talent dans le Schnorr. Attends, mais moi, je savais même pas qu'Hudson-Edouard, il était à Lille. Il jouait à Lille, Hudson-Edouard? Attends, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que tu racontes? Il est fou. C'est pas Hudson-Edouard, c'est... Attends. Jean-Eudes Maurice, vraiment? Non, c'était pas lui. De qui il veut parler? Tu veux parler du petit jeune Boadi? Non, attends. Ah la dinguerie. Hudson-Edouard. Par contre, très bonne idée de rubrique pour Robin, qui aime bien faire des que deviennent-ils, parce que Hudson-Edouard, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'il devient. David. C'est pas Hudson-Edouard, c'est David. Non, alors là, non, mais là, c'est pire que Jordan Barcola. Là, t'as confondu Hudson-Edouard et Jonathan David. Ah non, mec, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Là, on vient de perdre toute notre foot credibility. C'est parfois, il y avait une traîne sur les réseaux qui disait que parfois les mecs pensaient beaucoup trop à Lampsé Romain tous les jours. Ben moi, je pense à Hudson-Edouard. Ah ouais, non, la dinguerie. Ok, bon bah plus grosse dinguerie de 2025 jusqu'ici sortie par Elio. Là, j'ai limite envie de sortir le visu insoupçonnable. Je confonds Hudson-Edouard et Jonathan David. Aucun sens. Hudson-Edouard. Oh là là. Ok, bon bah je vous remets le tableau. Donc c'est ça, on aura Angers contre Reims le 25 février, la Cannes contre Guingamp le même jour, et le lendemain donc Brest-Dunkerque et Stade Briochin contre Paris. Alors ouais. Hudson-Edouard joue à Leicester. Il a joué 4 matchs cette saison. Non. Il joue encore dans un club de premier rang comme ça, genre de première division quelque part? Oui. Sérieux? Ok, bon bah truc de fou. Eh ben, shout out à Hudson-Edouard. Ok. Mais c'est quand même. Mais je vais aller chez mon psy quand même, je vais lui en parler quand même. Pas normal. Ça à Hudson-Edouard comme ça. Ça et Jordan Barcola. Faut que tu lui en parles. Il va te dire, oula, allongez-vous, par contre vous allez rester longtemps allongé. Il va falloir qu'on parle à un certain nombre de temps là, les problèmes me paraissent vraiment graves. Ok, ouais, bah Riyad m'a dit qu'il me laisse un yaourt Malo pour demain. C'est gentil, Riyad. Oh, boss, Riyad. Ah là là. Bon bah on a fini avec ce fast-foot. Parlons de choses sérieuses maintenant. Attention, parce que oui, on me rappelle que Langue de Foot, c'est quand même une émission qui ne fait jamais de second degré. Vraiment jamais.
Et donc là, on va parler des choses sérieuses. On va parler de la Maxi Draft. Il y a eu 2 journées, vu qu'on était absent le week-end dernier. J15, J16. Et 2 journées qui vont te donner envie de pleurer, Elio. Puisque dans ces 2 journées, c'est la dernière place. Alors déjà, tu as marqué plusieurs records au cours de ces 2 journées. Donc déjà, la J15. Tu es le premier depuis le début de saison à réaliser une journée avec 0 de bonus. C'est-à-dire qu'aucun de tes joueurs n'a fait de passe décisive ou n'a mis de but sur cette journée. Ce n'était jamais arrivé. La moyenne est à 6,85. C'est vraiment bas. C'est rare qu'on soit sous les 7. Donc il faut vraiment remotiver les troupes et il va vraiment falloir que tes 4 changements reboostent ta team. Mais par contre, je tenais quand même à te dire merci pour quelque chose, parce que je me rappelle de quelque chose quand on a sélectionné nos joueurs, c'est que et Robin et moi, nous avions Kevin De Bruyne prévu dans les joueurs qu'on voulait acheter. Et tu nous l'as enlevé, et c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Il faut remettre le contexte. C'est en tout début de saison. Mais oui, mais on était tous dégoûtés quand tu l'as chopé, on était là. Ah, j'annonce, je tire le dé, parce qu'on avait mis en place un système de dés. J'avais le droit de choisir 2 joueurs. Je prends Çalhanoğlu et De Bruyne. et franchement, même Çalhanoğlu, il fait pas de ouf, il est tout le temps absent. Les gars, tout le monde dit c'est la fin. Moi, j'ai titré, quand j'ai montré ton équipe, je l'ai titré l'Empire du Milieu. C'était la folie. T'avais ouais. Et en fait, ouais, incroyable, le flop de City, De Bruyne qui te sert à quasiment rien, qui est tout le temps blessé ou mauvais. Ouais, non, franchement, merci. Mais c'est ça qui est marrant avec les maxi drafts, de voir début de saison, et c'est pour ça que c'est intéressant d'évaluer les équipes sur toute l'année, parce qu'à l'instant T, on mettait ta team grosse team, et en fait, on est en train de voir qu'ils font pas une très bonne saison. Par contre, ouais, il y a quand même quelqu'un qui sort la tête de l'eau tout le temps dans ton équipe, et où là vraiment t'as géré, c'est Højbjerg. Højbjerg, wow, oh là là. Højbjerg, c'est Marseille perd 2-0, Højbjerg il est à 7,5. C'est la base. Il est tout le temps un des meilleurs joueurs du match. C'est incroyable. Et là, tu vois, dans le marasme là de ta team, il tape 8,1 en faisant 0 passe décisive, 0 but, quoi. C'est. J'avais regardé la semaine dernière et c'est vrai que c'est un monstre de constance. Et ça rejoint ce que je dis avec Rabiot et Benasser. Franchement, ça va être énorme. Ça va être énorme. Ouais, non, c'est stylé comme milieu, c'est clair. Donc voilà, 2e place de cette semaine-là, donc la J15, c'est mon équipe qui a fini 2e. Bon, t'as vu, j'ai pas fait beaucoup mieux, hein. J'ai fait que 1 point de bonus pour cette journée, c'était vraiment pas top. Et merci Koubarsi, c'est Koubarsi qui a été me chercher un bonus, quoi, en faisant une passe D. Et les joueurs, ils sont KO ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais je pense qu'il y a eu 2 semaines là de creux, et puis il y a eu des gros joueurs qui affrontaient tous des grosses équipes, donc voilà. Bon, Morata qui a fait son dernier match avec moi lors de cette semaine-là, ce sera vraiment pas une grande perte, il m'a quasiment rien apporté. Comment? Momo. Ouais, Momo qui n'aura pas apporté grand chose dans ma team. En plus, je m'étais dit, dans cette team, je prends que des joueurs que je kiffe dans la vraie vie, et j'avais fait une exception, c'était Morata. Morata, j'ai aucun affect particulier avec lui. Et ben voilà, ça marche pas. Faut prendre des gars qu'on kiffe. Bon, après, j'ai pris Sweatberg parce que j'ai voulu faire le hipster. Gros choix manqué, Sweatberg, mais bon, c'est pas grave. Mais le reste, je les kiffe. Robin qui gagne de très loin la J15 avec 3 points de bonus, comme d'habitude. Hein, Salah, Lewandowski, Lukaku, les gars sûrs. Voilà, Sommer à 8,6 cette semaine-là. Des cons, Jair. On est là, on dit, on essaie de faire des tactiques, on prend des milieux de terrain. Ouais. Mais que nenni, il prend que des vieux qui marquent et ça marche. C'est ça. Mais attention, parce qu'il est quand même pas en tête encore, le petit Robin, parce qu'on va voir que la semaine d'après, bon, bah, t'as encore terminé dernier, mais cette fois, t'as fait 2 points de bonus, mais par contre, t'as eu des notes tellement, 4,9. De Bruyne encore 5,9. T'as vu les 2 semaines là, De Bruyne il te prend 6, ensuite 5,9. Voilà, c'est dur. T'as un gars à 50K, enfin 50 millions. C'est chaud. Højbjerg, comme d'hab, 7,9 passes décisives. Voilà, Griezmann aussi, il te fait une grosse saison, hein. Ton gars sûr, Griezmann. Joao Pedro, c'est le fameux 7-0. Donc bon, 6,2 en prenant 7-0. C'est pas mal, c'est honorable. C'est plutôt un miracle, mais bon, 6,86, pas top. Robin qui termine 2e. Pourquoi? Alors il aurait dû largement gagner cette journée, hein, mais il s'est pris Lewis Dunk
2,9 CSC. Oh là là. Et Lewis Dunk qui a pris le 7-0 justement. Et donc à cause de ça, Robin ne remporte pas la J16 et me laisse le champ libre avec mon petit Mbolo qui a pu rentrer parce que Morata était déjà parti à Galatasaray et qui m'a mis un petit doublé de passe décisive. Heung-Min-Son 7,9. Palmer, voilà, bon, plutôt un peu des bonnes notes partout. Mayetsi à 8, alors qu'il a pris 2 buts, c'était contre Rennes. Non, contre Auxerre, il prend 2 buts contre Auxerre, il tape 8. Je fais, ah bon, ok, pourquoi pas, sans arrêter de pénalty, sans rien, ok, très bien, je prends. Au classement, après 16 journées, du coup, Robin a recreusé l'écart un peu sur toi, t'étais revenu à 2 points, maintenant t'en as 6 de retard. Je suis toujours en tête. Robin est toujours largement devant dans les bonus, les malus c'est à peu près pareil pour tout le monde, et la semaine prochaine vous découvrirez les 4 ou 5 changements qu'il y a eu dans chaque équipe, un changement par championnat, plus un changement pour les partants obligatoires qu'on a eu. Donc il y a eu James Rodriguez qui est parti, qui a quitté l'Europe, qui donne un changement de plus à Robin, et il y a eu Morata pour moi qui m'a donné un changement de plus. Donc voilà, vous découvrirez les 5 ou 4 nouveaux noms de chaque équipe la semaine prochaine. Voilà, il y a eu du très lourd, il y a eu du très très lourd dans les nouvelles arrivées. Gros mercato côté langue de foot aussi. Bah voilà pour cette maxi draft. On va basculer directement sans plus tarder sur le Big Foot et l'actu donc du Big Five. Et comme d'habitude, on commence par The Ones to Watch, les 3 matchs qui ont retenu notre attention ce week-end et surtout qu'on a pu voir, parce que c'est quand même plus intéressant de parler des matchs qu'on a pu voir. Et on commence tout de suite par ce PSG Monaco qui a eu lieu vendredi soir. Et cette victoire écrasante, une de plus, du PSG de Gvara, du PSG de Dembélé, PSG de Joao Neves. Et mon petit Monaco qui, pour la 3e fois d'affilée, n'a rien pu faire contre ce PSG qui est assez injouable en ce moment. Est-ce que tu as pu voir ce match, toi, Elio ? Alors non, moi j'ai malheureusement pas pu voir ce match, mais j'en ai préparé d'autres. Mais en tout cas j'ai vu les performances de Ousmane Dembélé et ça me terrifie de me dire qu'on est dans un monde où Ousmane Dembélé est actuellement candidat au Ballon d'Or. Ah bah oh là là, mais t'es trop fort. Donc toi t'anticipes mes futurs débats. En fait j'avais 2. Donc dans le Big Five il y a la question de la semaine. Eh ben dis-toi que ce que tu viens de poser comme question, c'est celle qui est finalement est passée top 2 des questions de la semaine. Mais du coup, voilà, on va pouvoir en parler de ça. Moi, c'est un match que j'ai pu voir et dans lequel Monaco était privé de Lamine Camara. Donc comme j'ai dit, Monaco, la plus grosse faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de profondeur de banc au milieu de terrain. On a Denis Zakaria, Lamine Camara et derrière en fait les autres joueurs, il y a un trop gros gap de niveau entre les 2 titulaires et le 3e meilleur qui est Magassa. Donc ce soir, dès qu'il manque l'un des deux en fait, dès qu'il manque soit Lamine Camara, soit Denis Zakaria. Alors Denis Zakaria, ça a un effet encore plus délétère que quand c'est Camara. Mais on n'est pas au niveau. On peut pas rivaliser avec des grosses teams. Donc là, c'était Zakaria Magassa. Zakaria a fait un gros match comme d'habitude. Bon, il marque le seul but monégasque, mais sans Camara c'était trop dur. En plus Camara était très en forme, élu joueur du mois par les supporters sur le mois de janvier. On peut pas rivaliser face à du Neves, face à du Zahir Emery. Non, il y avait pas Zahir Emery, il y avait Fabian Ruiz et Vitinha. On peut pas rivaliser. Et le PSG a montré sa supériorité au milieu pendant tout le match. 76% de possession de balle sur le match, alors que Monaco, on est une équipe qui tourne autour des 56-57% de possession moyenne dans nos matchs. Là, ils nous ont privés de ballon. C'était beaucoup trop dur. Même si on aurait pu ouvrir le score, alors il y a ce début de match où à la 5e minute, on a une grosse occasion par Minamino. Alors Minamino, vraiment, il est en train de devenir le jeu de mots de son blaze en fait. Sa frappe à la 5e minute là, c'est exactement ça. C'est une mine à Mino, c'est ça. C'est une frappe d'enfant. Clairement, il doit ouvrir le score. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est complètement pété. Moula. Une mine. Moula. En fait, dès que t'as comme prononcé le mot jeu de mots, genre, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai trop peur, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, une mine, c'est une grosse frappe, ok? Mais une mine, un minot, c'est un enfant. Ne redis pas.
Mais c'est ça, je me suis dit, mais c'est ça, mais tu es devenu ton blaze. Tu es devenu ton blaze, Minamino. C'est quoi cette frappe? C'est quoi cette passe au gardien? Donc déjà, sur ça, on doit ouvrir le score. Sur la contre-attaque, le PSG obtient un coup franc. C'est sur la contre-attaque que PSG obtient un coup franc. Et sur le coup franc, Vitinha décide d'essayer de tirer, alors que tout le monde s'attend à ce qu'il centre. Et Mayetsi nous fait quelque chose, mais oh là là. Sachant que ce gardien, j'ai dit que c'était le meilleur gardien de Ligue 1 l'année dernière. Hein, et les stats avancées vont dans mon sens. Mais là, Mayetsi, alors ce que je kiffe avec Mayetsi, c'est qu'il capte énormément de ballons. Il se contente pas de repousser, très souvent il capte dans les mains, il prend. Mais là, je sais pas si t'as vu le but, Elio. Ce qu'il a fait, c'est vidéo gag. C'est vidéo gag. Il a capté le ballon pour rentrer dans son but avec. Alors que s'il la pousse, bah, il y a pas but en fait. Eh non, lui il veut tellement capter, il s'est dit, non, je la capte. Ah tiens, pourquoi je suis dans le filet? Ouais, non, c'était assez ridicule ce but encaissé. Donc voilà, un premier tournant dans le match. Mais j'ai envie de te dire, même si on réécrit l'histoire, même si Minamino frappe pas comme un enfant et la met pleine lucarne, et qu'on mène 1-0, jamais on gagne ce match. Jamais même on fait match nul. Dès que Paris accélérait, c'était impossible pour Monaco de faire quoi que ce soit. C'était le massacre. Donc ouais, bravo à Paris. Et au niveau des individualités, ben ouais, ils ont été au top. Joao Neves monstrueux, Nuno Mendes a fait des actions offensives d'éclat, ce qu'il faisait pas depuis un petit moment. Paris jouait sans Hakimi en plus, sans leur meilleur joueur quasiment depuis le début de saison. Dembélé continue à être stratosphérique. Vitinha très bon aussi. Pacho, alors il a fait une bêtise dans le match à un moment, mais très bon match encore de sa part. Marquinhos irréprochable. Non, franchement, Paris là, c'est à tous les niveaux, c'est très très solide. Et bon, clairement, on pouvait pas rivaliser. Et très vite, à 18h, a laissé tomber le match et a commencé à reposer les gars pour le match à venir contre Benfica, qui est notre vraie échéance de la semaine. Et heureusement qu'on n'a pas tiré le PSG en Ligue des Champions, parce que comme je le disais, pour moi, de toutes les équipes présentes en barrage, c'était la seule face à laquelle je donnais à Monaco 0% de chance de passer. Pas 1%, c'est pas un 95-5. Ça aurait été un 100-0 pour moi. Nous n'avons aucune chance de battre cette équipe avec l'effectif actuel de Monaco et la tactique qu'on utilise. Impossible. Donc voilà, désolé pour Brest, mais voilà, on va aller voir ce qu'on peut faire nous contre Benfica et passer à autre chose. Et je voulais te demander, toi Elio, il y a eu le premier but de Kvara pour Paris. Est-ce que dans la presse italienne, il y a eu des échos, des titres à propos de ça? Est-ce que du coup, il y a une couverture du PSG qui est accentuée par la présence de Kvara? Ouais, mais je pense que c'est juste parce que c'est le début. Elle ne va pas durer, cette couverture médiatique. Elle est assez importante parce que ça a quand même été l'emblème de Naples pendant quelques années. Mais là, du coup, il est très couvert et il est surtout assez critiqué parce que ses premières prestations n'étaient pas du tout à la hauteur. Ces 2-3 matchs n'étaient vraiment pas à la hauteur. Et c'était plus, on va dire, récupérer des articles français pour dire aux Italiens, regardez comment Kvara, il n'y arrive pas. Toute la presse française le détruit. Ouais, ok. Donc là, premier but qui va fermer des bouches. Mais franchement, c'est vrai que, en fait, je pense qu'il va s'adapter. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Ligue 1, c'est un championnat. En fait, c'est un championnat qui n'est. C'est pas un championnat du Big Four, mais c'est pas un championnat mineur pour autant. C'est un championnat qui est à part. Bah, c'est le 5e championnat pour l'instant. C'est le 5e. mais pas avec une marge si énorme que ça sur le 6e et le 7e, même s'il y a quand même une petite marge. Mais le truc, c'est que là, et en fait, on l'avait déjà dit, les fans de Messi avaient sorti la même excuse sur le fait que oui, Ah, petit bug. Sont plus agressifs, parodie même. Ah, attends, t'as été cut. J'ai l'impression qu'il part dans une parodie de lui-même. Kvara? Ah merde. Là, c'est bon, c'est revenu? Ouais, là, c'est revenu. Kvara. J'ai l'impression qu'il revient dans une parodie, dans le sens où dès qu'il a la balle, il tente un dribble. Ouais, justement, moi j'ai senti ça pendant le match contre Monaco, qu'il n'était pas encore familiarisé totalement avec les principes de jeu de Luis Enrique, parce qu'il faisait beaucoup plus de touches de balle que la plupart de ses partenaires. Il repiquait souvent dans l'axe. Après, il a démarré le match à gauche. Et ensuite, en fait, il a quasiment été utilisé comme un 9, quasiment en pointe pendant toute la deuxième mi-temps.
Donc Luis Enrique il est en train de tester plein de choses. Et moi je pensais que ce serait pas possible de voir les 4 en même temps. C'est-à-dire Barcola, Dembélé, Doué et Kvara. Et là du coup il a fait ça pendant ce match. Et en fait ça a absolument pas déséquilibré le PSG. Et c'est très intéressant. Par contre après honnêtement avant son but Kvara sur les 4 pour moi c'était le moins bon des 4 depuis le début du match. Parce que j'ai trouvé vraiment Doué, encore une fois, très impressionnant. Barcola, beaucoup plus en jambes, beaucoup plus tranchant que durant la petite période où il a eu un petit creux. Et ouais, non, vraiment, Paris commence à avoir de la profondeur. Et surtout, un monstre absolu au milieu. Alors là, qui jouait soi-disant arrière droit, c'est Joao Neves. Mais en fait, Joao Neves, il a joué arrière droit. Dans le match, tu le voyais, il était partout. Il était partout, c'est une sangsue le gars, il capte tous les ballons, il a une présence physique hallucinante. Franchement là ils ont trouvé un futur world class. Et ouais, construire sur une base comme ça, avec un mec comme ça, c'est juste trop fort, c'est juste trop fort. Alors après, je fais beaucoup de louanges, mais il y a quand même des points négatifs. Paris, quand ils défendent bas, quand ils sont tous très bas, ils sont vraiment pas très à l'aise et Monaco a pu quand même générer pas mal d'occasions assez nettes. Et on voit qu'il y a encore une marge de progression du PSG quand ils sont en bloc bas. Quand ils sont en bloc bas, ils sont vulnérables. Par contre, sur le contre-pressing, quand ils sont en bloc haut, tu respires pas. Tu peux pas respirer, c'est dur. Donc voilà pour ce PSG Monaco. Mais on va pas passer plus de temps dessus parce que je sais que tu trépignes d'avance à nous faire ta review du prochain match. Il enfile son maillot. Faudrait que tu baisses un peu ta cam ou je sais pas, mais fais voir. On voit pas très bien. On voit surtout ton plafond. On a l'impression que c'est plafond Helio. Ah voilà ce beau maillot qu'on le voit mieux. Donc, si vous voulez des détails sur la sueur. Ah, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a cut son live en déplaçant son téléphone. Oh punaise Elio. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a vraiment cut son live. Oh putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Bon, alors. Bah écoutez, comment on va faire? Ah, il est de retour. Me revoilou. Oh putain. En plus, j'ai commencé à célébrer et j'ai mis ce clic. Ouais, bah ouais. Bah écoute, c'est quoi? Il y a un club qui a mis ce clic aussi, c'est le PSG. Ils ont mis ce clic quand ils ont acheté Kolo Muani. Et la Juve, par contre, eux, on a l'impression qu'ils ont récupéré le misclick pour le retransformer en golden click. Raconte-nous un peu les débuts de ta nouvelle idole, RKM. Randall, il s'appelle Randall. Vous dites que c'est magnifique. Moi, je dis que c'est Randall Kolo magnifique. Moi, je vous dis... Après, tu te fous de moi sur les jeux de mots, t'es sérieux? Et oui, j'ai 5 buts en 3 matchs. Moi, je le dis. Il est plus fort que R9. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. C'est RK9. Voilà, c'est bon. C'est dire. Maintenant, on peut passer à autre chose. Plus sérieusement, clairement, à part Randall, c'est très, très négatif. Le score, le match est assez négatif. Le match est vraiment... il y a des trucs que je ne comprends plus dans cette équipe. Notamment, les joueurs changent de position à chaque match. Ah ouais, donc là, c'était quoi là? Tu veux que je mette la compo? Ou tu l'as en tête? Je veux dire, un joueur, ouais. Weston numéro 10. Ouais, Weston McKennie numéro 10. Le match d'avant, c'était arrière-gauche, c'est ça? Mais en fait, Weston McKennie, alors, il a joué milieu défensif, ailier, latéral gauche, latéral. C'est qui ce mec en fait? Il est sur fut ou quoi? C'est quoi ce truc? Genre, bon, l'équipe en soi n'a pas fait un très bon match. Je ne comprends toujours pas comment Cop Miners peut risquer de perdre dans cette équipe. C'est le moins bien noté du match. Il est à 5 et quelques. Il est sorti à la 60e, je crois. En fait, je ne comprends pas. Je pense qu'il a enfermé les enfants de Thiago Motta dans une cave et qu'il a la clé.
Non mais c'est vrai que ça c'est chaud. Hein. Cope Miners et Douglas Lewis, c'est vos deux plus grosses acquisitions, je crois. Ouais, bah oui, mais c'est Les deux deux, gros ils flops sont de en la train saison. de méchamment flopper, quoi. C'est chaud. Ouais. Et je pense que bon, Douglas Lewis, on en parlait en début de saison, ça reste un joueur de première ligue, dans le sens où c'est un mec qui a besoin d'être un vrai. En fait, c'est un vrai milieu de PL, dans le sens où, de temps en temps, et à Aston Villa, souvent c'était le cas, il faisait pas souvent le travail défensif. Et Ah en fait, le ouais. problème, Je- non, mais là, Douglas Lewis, dans la phase défensive, à la Juventus, c'est une catastrophe. Hein. Ah ouais. Je Putain, n'ai moi je jamais. pensais qu'il était. Bon, après, le problème aussi, comme on l'a dit au début, c'est les changements de poste. Coupe Miners, il jouait milieu défensif. En fait, au bout d'un moment, tu peux pas le mec a joué première pointe, numéro 10, ailier. Si tu veux jouer au milieu, mais en fait, c'est quoi ton projet, mec? C'est quoi ton projet? Ouais, bah, de toute On façon, comprend pas, il en est sous fait. pression, là, Mota. Il est énormément sous pression, je pense. Cette victoire, ça a dû lui faire un peu de bien. Est-ce que d'ailleurs, Ouais. il y a des enjeux sur la. Enfin, il y a des noms qui ont circulé par rapport à Mota. Est-ce qu'on en est déjà à cette étape-là ou le board se précipite pas trop et continue quand même de garder Bon, confiance? pour le moment, les fans ne sont pas d'accord, mais le board lui fait confiance, toujours. Parce que c'est vrai que pour le moment, la saison n'est pas non plus catastrophique. Ouais. Ouais, Mais non, c'est en, sûr. en vrai, avant de clôturer sur Colomboigny, je voulais juste parler un petit peu de Com, qui a fait un très bon match. Hein. Fabregas propose vraiment de très très belles choses, avec notamment Hassan Diao, qui a Ouais. fait un très très gros match. Hassan Diao, vraiment, il est très actif sur le côté. Les deux ailiers, hein, même Strefeit, ça, a fait un match très intéressant. Et au milieu de terrain, D'Acuna, il a mangé Douglas Luiz. Ah ouais. Et moi, le Là, joueur dont j'entends beaucoup parler à Com, c'est Nico il a Pass. mangé, il a mangé Cope Minor, pardon, et Locatelli. Douglas Luiz est Oui, rentré un peu oui, après. il est rentré après. Et Nico Pass, j'en entends beaucoup parler. Qu'est-ce que t'en as pensé sur ce match? Il était là? Je l'ai trouvé un peu en dessous, Ah Nico ouais, Paz. ok. On parlait, il y a des rumeurs qu'il envoie en Espagne, mais franchement, après, là, c'est pas, comme on dirait en italien, une hirondelle n'annonce pas le printemps, et c'est pas parce qu'il a raté ce match face à la Juventus, sa saison est globalement très satisfaisante. Mais je l'ai trouvé en dessous. Mais c'était un match très étrange à analyser, parce qu'en même temps, on avait une Juventus qui n'a pas du tout rempli son rôle d'équipe favorite et Mhm. qui, on le voit au niveau des statistiques, n'a même pas la possession de balle. Ouais. C'est assez étrange comme match parce que les défenseurs n'ont pas fait un match exceptionnel. C'est très compliqué, c'est assez illisible. Mais la seule satisfaction du côté de la Juventus, et je ne dis pas ça parce que je suis un fanboy, c'est Colomboigny. Mm. Et surtout, Colomboigny apporte quelque chose que Vlahovic n'apportait pas forcément. Il apporte de l'audace. Ah, son but, il est Et incroyable. Hein. ouais, le premier but extraordinaire. Et Incroyable. surtout, deuxième chose, il ramène aussi beaucoup de courses, dans le sens où il ramène le pressing devant, il fait la course derrière, il aide au milieu de terrain. C'est un mec très humble. C'est un mec humble, il se donne. Ouais. Ouais, après, Et ça, c'est il très a tellement intéressant. à Et reprouver. Maintenant, il là, a tellement à reprouver aussi que là, je pense qu'il est ouais, surmotivé. les très satisfaisant et surtout que vraiment sur le papier, donc Com a la possession de balle, Com c'est 16 tirs à 8 pour Com. Ouais. Ouais, donc c'est pas non plus une prestation ultra convaincante de la Juve. Mais après, en ce moment, vous en êtes plus à ça près. En fait, là, il vous faut des points. Il vous faut des victoires. La manière, limite, ça devient presque secondaire là. Parce qu'il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé là. Mais moi, je vois en Serie A une équipe qui est très très en forme, qui est en train de faire une saison exceptionnelle. Et cette équipe, c'est Bologne. Et je me dis, mais si Bologne termine devant la Juve, wow, le désaveu pour Mota, il est chaud. Il est hardcore. Ouais. Parce que oui, donc Bologne a fait venir du coup Monsieur Italiano Hmm. cette année, porte bien son nom. Et en fait, il a réussi, et c'est ça aussi que j'apprécie. On en a déjà un peu parlé dans l'émission de Bologne, mais moi j'apprécie énormément le projet de cette maison, Hmm. le projet de cette institution qui en fait
malgré le départ de Mota, malgré le départ de Calafiori, qui fait de très belles choses à Arsenal, le départ de plusieurs cadres, il y a de l'ambition. Ils ont battu l'Atalanta en Coupe En d'Italie. coupe, incroyable. À l'Atalanta, ils sont encore en coupe. Donc c'était les quarts, ça. Donc ils sont en demi, je crois, maintenant. C'est les 8e. Ah, c'était les 8e. Donc ils vont peut-être faire un parcours en coupe. Ils sont qu'à 5 points de la Lazio, qui est 4e, mais ils ont un match de moins. Donc en fait, ils sont limite en train de revenir dans la conversation potentielle pour se requalifier une deuxième saison de suite en Ligue des Champions, ce qui serait complètement fou. Et là, ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas perdu en Serie A. Et dans les 8 matchs, ils ont affronté l'Inter, ils ont affronté la Roma. Enfin voilà, ils ont eu des gros matchs. Et puis comme on a dit, ils ont tapé l'Atalanta chez eux. Pour cette équipe de Bologne, moi, si vous devez ne retenir qu'un seul joueur, je ne vais pas vous dire Pobega parce qu'il n'a pas fait un bon match contre Lecce, j'ai trouvé, mais c'est un grand monsieur du football suisse qui a participé à beaucoup d'épopées avec l'Atalanta, notamment en Ligue des Champions. C'est Remo Freuler. Ouais, ben grosse acquisition pour eux, ça. Hein. Ouais, top joueur. Et mais moi déjà à l'époque, j'étais surpris et surtout, mais qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Ouais. Dans le jeu de transition, en fait, on sent déjà que le mec est un briscard. Il a marqué contre l'Italie à l'Euro cet été. C'est un mec qui, en fait, on sent la tradition de Gasperini dans ses mouvements. Ouais. Il est incisif. Il court. Il coupe les lignes de passe. Il est bon dans le jeu de transition. Il est sûr avec le ballon. Le match qu'il fait face à Lecce, c'est à montrer dans toutes les écoles de milieu. Ouais, non, franchement, équipe à suivre, la Bologne. Autant ils avaient un peu mal commencé la saison. On se rappelle qu'ils ont quand même mis 5 ou 6 matchs en Ligue des Champions avant de mettre un but. C'était assez ridicule. Mais là, depuis une certaine période, ils sont vraiment chauds. Ils ont très bien fini la Ligue des Champions en battant Dortmund, en tenant en échec le Sporting, 2 matchs dans lesquels ils étaient déjà éliminés. Et ouais, non, vraiment à suivre. Et en fait, ça ajoute encore une équipe stylée dans la course en Serie A. Ça étend. On avait un espèce de top 6 qui était fou. Et là, maintenant, on est sur du top 7, voire top 8 si t'inclus Milan. Non, le championnat, là, il est déter. Il est vraiment déter. C'est très beau, franchement, je suis très heureux parce que voilà, c'est un peu à part, c'est un peu un ressenti personnel. Mais c'est vrai que la Serie A des années 2010, c'était compliqué. Dans le sens où... clairement. Écrasait tout. Une équipe où c'était compliqué. Et là, juste pour reparler un peu des scores en direct, il y a un partout entre Naples et l'Udinese pour le moment. Ok. Ouais, à voir si Naples profite de la défaite de l'Inter cette semaine contre la Fiorentina. 3-0, c'est encore aussi une surprise. D'ailleurs, vu qu'on parle de Bologne, c'était un match à rattraper parce que du coup, Eduardo Bove, le milieu de terrain de la Fiorentina, a fait un malaise en décembre. Ah oui, tout à fait. Et c'est drôle parce que l'Inter a perdu ce match à rattraper. Et il y a 3 saisons lors de la saison, c'était le duel, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre l'Inter et l'AC Milan pour le titre. En fait, le scénario s'était un peu reproduit. Dans le sens où l'AC Milan avait 3 points d'avance. Et les Inter disaient ça va, on a le match à rattraper. Et au final, Bologne, et ils ont perdu le match face à Bologne qui leur a donc coûté le titre. Ok. Bon, bah, à voir si c'est prémonitoire. Ouais. Dernier match qui nous a beaucoup intéressé ce week-end, évidemment, je pense que beaucoup de gens l'ont. C'est évidemment le derby madrilène qui a accouché d'un match nul, un but partout. Ouais. Un match que j'ai pu voir. Une première mi-temps durant laquelle c'était un petit peu un round d'observation. Le Real avait la possession comme on pouvait s'y attendre. L'Atlético procédait par contre. Mais j'ai vu quand même beaucoup de manque de justesse côté Real Madrid dans la première mi-temps. Et je trouvais l'Atlético plus dangereux. Je trouvais que ce que dégageait l'Atlético... si j'avais dû miser sur quelle équipe ouvre le score, je serais plus parti Atlético en première mi-temps. Et le fait de jeu qu'il y a eu sur ce penalty donné aux Colchoneros, sur cette faute de Tchouaméni, qui a fait beaucoup débat parce que c'est vraiment particulier. C'est une faute d'un joueur sur un autre, sachant que le ballon n'est plus vraiment là, que les 2 joueurs ont raté le ballon. Ça n'a pas du tout été signalé par l'arbitre pendant l'action. Les joueurs sont pas tant pleins que ça et c'est la VAR qui revient dessus et qui donne finalement penalty.
Bon, moi j'ai envie de dire, le Real a bénéficié de tellement de pénaux un peu borderline, voire inexistants. On se souvient quand même de celui que Hendrick a obtenu en étant quasiment 1 mètre en dehors de la surface au moment où il y a la faute et qui se transforme en penalty où personne comprend. Bon, et ça c'est pour n'en citer qu'un parmi les multiples pénaux bizarres qu'ils ont obtenus. Donc là on va dire bon, à un moment faut bien que ça s'inverse. Donc là il y a contact. Tu peux pas dire que c'est 100% pas pénaux. Donc c'est pas genre, moi je me pose souvent pour moi c'est ce que j'appelle un penalty mini, dans le sens où il siffle, ok, il siffle pas, ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un genre de, c'est un truc qui va être sifflé dans 45% des cas peut-être, tu vois, ou je sais pas. Mais le truc c'est que par contre, comme si on suit ton argument de c'est un penalty nini, ça veut dire que ce n'est pas une erreur manifeste de ne pas le siffler. Et donc si ce n'est pas une erreur manifeste, la VAR ne doit pas appeler l'arbitre. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends ce que tu veux dire, oui, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, c'est que la VAR a jugé que c'était une erreur manifeste de ne pas donner péno là-dessus. Et ça, je suis du coup pas d'accord avec l'avis de la VAR sur ça. Mais bon, toujours étant que Julián Álvarez se présente face à Courtois et nous lâche une petite panenka plein centre qui n'a pas été manquée par Riyad qui nous en parle dans le chat visiblement. Ouais, franchement, là il a envoyé un sacré message. Il fait une très bonne saison, hein, Julián Álvarez. Incroyable. Après des débuts un tout petit peu compliqués, 5-6 matchs d'adaptation, mais depuis il roule sur la Liga. Et derrière, en fait, ce fait de jeu qui a été mal pris par les Madrilènes les a clairement réveillés. Et par contre, la seconde mi-temps, moi j'ai vu une seconde mi-temps quasiment à sens unique, hein, où le Real a vraiment appuyé sur l'accélérateur, où j'ai vu des combinaisons vachement intéressantes entre les joueurs offensifs, où j'ai vu une défense plus haute et plus efficace que ce qu'on avait pu voir dernièrement chez le Real, où j'ai vu un Mbappé en leader, encore une fois, qui marque à nouveau. Et honnêtement, c'est un petit miracle, pas un gros miracle, mais un petit miracle que l'Atlético ne perde pas ce match. Il y a quand même eu, le match termine je crois à 23 tirs à 8 pour le Real. Il y a 5 grandes chances de but pour le Real. Ils mettent qu'un but sur 5 grandes chances, c'est vraiment peu pour une équipe qui a des attaquants aussi cliniques. Donc voilà, l'Atlético s'en sort bien au final. Et le Real a montré qu'ils étaient montés en puissance par rapport à une certaine période. Par contre, j'ai quand même vu des failles au niveau de la défense du Real, et Vasquez, ça reste vraiment une problématique insoluble de cette équipe pour l'instant, mais Vasquez, il se fait prendre trop facilement. En première période, il y a une action où il fait n'importe quoi, où Tchouaméni lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Où t'as Ravi Galan qui s'approche près de la surface, et Vasquez, il se met à 3 mètres de lui, et il recule en lui laissant tout le temps les 3 mètres. Ravi Galan rentre dans la surface avec Vasquez qui est juste en train de reculer en restant à 3 mètres de Ravi Galan. J'ai pas dit en restant à 3 mètres de Ronaldinho. J'ai dit de Ravi Galan qui évidemment envoie une mine dans les tribunes parce qu'il est Ravi Galan. Mais si c'est pas Ravi Galan, si c'est je sais pas moi, tu prends n'importe quel joueur des top équipes de Ligue des Champions, si c'est Gakpo, mais tous les jours c'est lucarne. Et tous les jours on n'a pas compris ce qui se passe. Donc ça va vraiment être à bosser côté Real. Et tout à l'heure on va faire la preview du match contre City. Il y a des motifs, on verra qu'il y a quelques petits motifs d'espoir pour City, même si ce City est à la dérive. Il y a des motifs d'espoir et le Real est encore loin d'être une équipe qui peut prétendre aller très loin en Ligue des Champions si elle ne step up pas par rapport à son niveau actuel. Donc voilà pour ce match. Moi, ce qui m'arrange dans ce match, c'est que j'ai fait une prédiction. Dans mes prédictions risquées, j'ai dit que Barcelone allait gagner le championnat quand même, malgré les 7 points de retard au moment où j'ai fait la prédiction. Et ce match nul, ça arrange plutôt le Barça. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils sont en train de jouer en ce moment contre le FC Séville. T'as peut-être le score en direct, Elio? Je le regarde tout de suite. Ouais. Mais en tout cas, par contre, je voulais juste faire une petite remarque sur la saison d'Aurélien Tchouaméni. Ouais, là, il était en défense centrale. Il est un peu baladé à droite à gauche. Mais voilà, là, le Real jouait avec Asensio, Tchouaméni en défense centrale. Il n'y avait pas Rudiger. Il n'y avait pas Eder Militao, il n'y avait pas Alaba. Donc le Real, il bricole aussi en défense. Hein. C'est compliqué. Mais, non, mais de toute manière, Aurélien Tchouaméni,
Là, j'ai l'impression qu'il est en fin de carrière. Hein. Il fait que des trucs de mec de fin de carrière. Hein. Il a lancé un podcast. Il a lancé un podcast. Ouais, mais il est grave bien son podcast, The Bridge. Il joue en défense centrale parce qu'il a pas le cardio et la constance de jouer au milieu ou latéral. Genre, là, c'est clairement là, on a l'impression qu'il a 36 ans. Hein. Ouais. Par contre, attends, tu t'es coupé la tête là, Elio. Oui. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, non, c'est une saison très compliquée pour Tchouaméni, mais en même temps, je sais pas, il a des circonstances atténuantes, je trouve. Il a aucune continuité sur un même poste. Ça, tu vois, c'est ton côté enseignant qui ressort. Non, c'est mon côté monégasque. Tchouaméni, c'est mon chouchou. Hein. Tchouaméni, je le kiffe grave, donc j'ai du mal à. Mais c'est vrai que honnêtement, il a pas de continuité à un poste. Il a un partenaire différent en défense centrale à chaque fois. Là, c'était Asensio. Le match d'avant, il jouait au milieu. C'est pas si simple que ça, je pense, pour lui. Et voilà. Mais après, ouais, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner contre City. Mais en tout cas, là, le Barça, du coup, t'as pu voir le résultat ou pas? Ou je vais voir? Je regarde tout de suite. Ouais, désolé, j'étais focus sur le fait de trash talker Tchouaméni. Pardon. Vas-y, j'y suis en 2 secondes. Mais en tout cas, si le Barça s'impose aujourd'hui contre Séville, si je dis pas de bêtises, il reviendrait à 2 points. Et du coup, ça nous ferait encore une Liga magnifique, hein, avec un Real qui a 1 point d'avance. Ok, un partout. Et donc, s'ils finissent par s'imposer, ça ferait que les 3 équipes se tiendraient en 2 points. Donc ce serait stylé, quoi. Ce serait stylé. On aurait du suspense encore en Liga. Et voilà. On enchaîne directement avec l'homme du week-end. Je pense que tu l'as. C'est assez facile de l'avoir. The Man of the Week. The Man of the Week. Ouais, tu penses que j'ai mis qui? Dans le chat, essayez de trouver aussi dans le chat si vous l'avez. Aidez-moi à trouver dans le chat. On va essayer de le deviner. Est-ce qu'il joue en Angleterre? Non. Est-ce qu'il joue en Espagne? Non. Ah oui, donc je sais vraiment pas qui c'est. Mais quand tu vas voir qui c'est, tu vas dire, tu vas te maudire. Oui, non, mais oui, c'est con, mais oui, je sais qui c'est. Il a sonné. Quoi, je pensais que c'était Colomboigny. Mais non, mais t'es un grand malade. Mais voilà, là, c'est quoi ce faux suiveur du championnat d'Italie là? Retegui. Gol. Ah d'accord. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Retegui. Alors, en fait, il y a plusieurs manières de le prononcer parce que c'est un nom argentin. Du coup, les Argentins diraient Retegui. Ah, ok. On dirait Retegui. Ok. Pourquoi il est là? Tout simplement parce que monsieur a décidé de mettre un quadruplé. Voilà, dont un triplé en une mi-temps. Quadruplé qui était à la 56e, il était déjà à quadruplé, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous ai mis les petites stats de Retegui quand même cette année. 22 matchs joués en Serie A, 20 buts, 3 passes. Au KLM, mais surtout, ce qui est fou, c'est pas le 20 buts, 3 passes. C'est pas ça le plus fou. Parce que s'il a 20 XG, c'est juste un bon attaquant. T'as 20 XG, tu mets 20 buts, t'es un bon attaquant. C'est bien, tu mets les buts que tu dois mettre. Retegui, vous voyez le petit chiffre là? Il est... Ah mince, vous voyez pas ma souris. Il est à 11,8 XG. Oh là là, la dinguerie. Il a mis 8 buts de plus que ce que le modèle prévoyait. Ça veut dire que les buts qu'il met, c'est pas des tapines. Hein. C'est vraiment pas des tapines. Saison de malade mental. Alors en Ligue des Champions, par contre en Ligue des Champions, si on peut contrebalancer, où le niveau s'élève un peu plus, il est à 3 buts marqués pour 4 XG. Le but qui manque, moi je sais où il est. Hein. Le but qui manque, clairement, je vous le donne tout de suite, c'est le tap-in qu'il rate contre le Real à la dernière minute du match. Voilà. Ça, c'était au moins 0,9 XG, il le met pas, donc ça pourrit sa stat. Mais ouais, non, il est en train de faire une saison extraordinaire. Comme tu disais, l'Italie qui va se retrouver avec Moise Kean et Retegui. Est-ce que Spalletti alignera les deux? Je sais pas trop quel système il va utiliser. Mais en tout cas, là, vous étiez un peu en panne de neuf pour la squadra. Et là, avec lui, vous avez l'air d'avoir quelqu'un qui va... Et donc, d'ailleurs, c'est ça, un Retegui, donc il est né en Argentine. Hein. C'est ça. Alors, l'histoire de Retegui, elle est complètement folle. Parce que du coup, il a sa grand-mère est italienne.
si je me trompe pas. Mais Ouais. en gros, il a été par Mancini à l'époque parce que c'était un peu la crise au niveau des attaquants. Il ne savait pas parler un seul mot d'italien. Il D'accord. n'était jamais allé en Italie. Ah ouais, ok. Et en fait, grâce à la loi du sang en Italie, ils ont réussi à lui faire obtenir la nationalité italienne. Et, euh, et en fait, il a expliqué en interview, et ça a été assez touchant parce que l'Italie, c'est un pays qui a quand même un peu de mal avec ça. Du fait que si t'es pas né en Italie, il y a beaucoup d'Italiens qui vont dire ouais. Et là, je peux vous dire que là, tous ces mecs, tous ces cons ont arrêté de parler parce qu'il est en train de faire taire tout le monde. Alors là, il est plus italien que mon grand-père, ce mec. Ouais, non, franchement, saison de fou pour lui. Mais de toute façon, l'Atalanta, c'est une des équipes que j'ai le plus envie de suivre là en Ligue des Champions. J'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire sur le plus haut plateau. Parce que c'est vraiment une équipe trop kiffante à avoir joué. Bon, on en a tellement parlé. Dans l'angle de foot, on a donné l'award de coach de l'année 2024 à Gasperini, à l'unanimité, ouais, à l'unanimité, il me semble. Ouais, non, franchement, très gros attaquant, et on verra qu'on n'a pas fini de parler de lui et que peut-être qu'on va lui retoucher un mot à son propos la semaine prochaine. J'en dis pas plus. Ouais. Donc ce Man of the Week, largement mérité, facile, pas de débat pour choisir, trop simple. La chute de la semaine, c'est cette défaite de Lille face au Havre. Ouais. Lille qui manque une occasion. Non, parce que là, on est sur le Big Foot, donc c'est que les championnats. Donc c'est pour ça que... Je me suis dit, t'as mis une affiche de la Coupe de France. Parce que ça, c'est Ah la oui, Coupe de France. oui, tout à fait. Ok, ouais, bon, j'ai pris... en fait, la défaite contre le Havre, elle était peut-être trop récente, j'ai pas trouvé d'image. Je voulais une affiche où ils font un peu la tronche. Une image où ils font un peu la tronche et voilà, mais bien vu, c'est vrai que c'est Coupe de France, j'avais même pas capté. Mais ouais, non, donc Lille, bon bah sale semaine, de toute façon. Et du coup, ben là, la défaite à domicile contre le Havre. Alors en plus, débile que je suis, moi je me suis dit, oui, bon, ils avaient la tête à la Ligue des Champions. Mais ensuite, ça m'est revenu. Non, parce que Lille, ils ont fait top 8. Donc, ils n'ont pas de Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc, ils n'ont aucune excuse. Et là, ils avaient l'occasion de reprendre la 3e place du championnat devant Monaco, devant Nice. Et c'est une occasion ratée. C'est quand même 3 points perdus face à une équipe qui n'en prenait pas à l'extérieur depuis je ne sais combien de temps. Et très compliqué pour les Lillois. Donc voilà, c'est la contre-perf de la semaine. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Bon, on compte sur les hommes de Genesio pour rebondir, mais sale semaine, très sale semaine pour eux. Ouais. Ciao Riyad, merci encore d'avoir été là. Ça c'est la chute et j'ai enfreint les règles. Merci Riyad, merci. J'ai enfreint les règles, Elio, parce qu'en fait j'ai dit que c'était du championnat, mais j'étais obligé de mettre la perf de la semaine. Et la perf de la semaine, c'est pour cette équipe. Ben oui, quand même. Plymouth Argyle, je sais pas comment on prononce. Argyle, je sais pas. Plymouth Argyle, je ne sais pas. Qui a sorti Liverpool de la coupe. Alors évidemment, Liverpool en coupe, c'est comme d'habitude, ils font énormément tourner. Mais il n'en reste pas moins que Plymouth Argyle, c'est une équipe qui est actuellement en dernière position de Championship. Et que c'est une équipe qui n'était pas prédestinée à pouvoir sortir même l'équipe B de Liverpool. Ils l'ont fait, 1-0 dans l'après-midi. Bravo à eux. Et Elio, est-ce que tu connais la petite particularité de cette équipe en Angleterre? Pas du tout, mais tu vas me le dire. Alors en fait c'est Fred qui nous l'a donné tout à l'heure sur un groupe où on discute. Et d'ailleurs il s'est avéré que cette particularité dont il parlait était pas tout à fait vraie, ou plutôt que c'était un peu plus complexe. Mais en fait Plymouth Argyle est un des seuls clubs de toutes les divisions anglaises confondues qui joue avec un maillot vert. Si tu regardes Première Ligue, je te laisse un peu réfléchir, Elio. Ouais. Maillot vert, club anglais, ça n'existe pas. Alors j'imagine que c'est dû à l'histoire avec l'Irlande, mais je n'ai pas la confirmation de ça, c'est une supposition. Ouais. Mais il se trouve qu'en fait, il y a quand même 2 autres clubs qui ont du vert sur leur maillot, et ces 2 autres clubs, ce sont, alors qu'ils nous ont envoyé le Forest Green Rovers FC, qui joue en 5e division, qui, donc dans les équipes pro, je parle, et la 5e division anglaise est considérée comme une ligue pro, et Yeovil qui joue plutôt avec un maillot généralement un peu semblable à celui du Celtic, vert et bande blanche, mais en ce moment ils auraient un maillot tout vert apparemment.
Donc voilà, donc plutôt stylé le maillot d'ailleurs hein, de Plymouth, je trouve. Voilà, donc ils ont sorti Liverpool, bravo à eux. Et puis Liverpool va pouvoir se concentrer sur les trois coupes restantes. Donc ils sont en finale de alors ça c'était la FA Cup, comment elle s'appelle l'autre? J'oublie toujours, bon, de l'autre coupe anglaise. Ils sont en finale, ils ont battu Tottenham 4-0, ils ont remonté le match aller, la défaite 1-0. Et la Ligue des Champions et le championnat, mais voilà. Mais bravo à Plymouth pour cet exploit. Ouais, vraiment. Bon, après, tu dis, il y avait l'équipe B, ils avaient quand même Luis Diaz en pointe. Hein. Non, bien sûr. Ils avaient Luis Diaz, ils avaient aussi, ils avaient deux ou trois joueurs de l'équipe titulaire habituelle. Mais voilà, bon, jusqu'ici, à chaque fois, ils avaient fait ça et à chaque fois, ils s'en étaient bien sortis. Même si on se souvient du match contre le PSV, où pareil, ils avaient mis que 2 titulaires habituels sur toute l'équipe et ils ont perdu contre le PSV la dernière journée de Ligue des Champions. Ben là, ils avaient un peu plus de marge normalement contre Plymouth et ben non, c'est pas passé. Donc voilà, bravo à eux. La question de la semaine. Donc comme je disais, toi tu disais tout à l'heure, Dembélé est-il un candidat crédible au Ballon d'Or en ce moment? C'est pas cette question-là que j'ai choisie, mais si tu veux, par contre, on peut peut-être y répondre. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que ma question de la semaine est aussi liée au PSG. Et cette question, c'est par rapport à l'interview de Adi Hütter, le coach de Monaco, après le match, qui a dit que pour lui, Paris n'avait jamais été aussi fort dans son histoire récente, et que pour lui, c'était peut-être même carrément la meilleure équipe d'Europe actuellement. Alors, je le suis dans la première partie de la phrase, que c'est vrai que Paris, genre, et on l'a vu face à Manchester City, Paris est bon. Même, je pense, c'est de ces 2-3 dernières années, c'est peut-être l'un des meilleurs moments du PSG. Mais top 3 Europe. C'est moi qui ai élargi, parce que lui, il a dit top 1. Moi, j'ai élargi. J'ai dit, est-il top 3 Europe actuellement? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense qu'il y a 2 clubs qui viennent en tête de tout le monde tout de suite, c'est Liverpool et le Barça. Mais non, mais en fait, je pense que Adi Hütter est tout simplement un haineux, qu'il a les nerfs d'avoir perdu et qu'il se dit, au moins, j'ai perdu contre les meilleurs. Non mais d'accord, mais moi je te pose la question, Elio, si tu mets Liverpool et Barça au sommet, qui tu mets comme la 3e meilleure équipe d'Europe actuellement? L'Inter. Ok, l'Inter. Vas-y, faisons un petit ranking. Donc toi tu mettrais... déjà, est-ce que tu mettrais Liverpool et Barça devant l'Inter? Bien sûr. Ok, donc Liverpool-Barça, dans cet ordre-là, Liverpool 1, Barça 2. Ok, ouais. Inter 3. 4e. Le Real. Ah ouais, là, toi, tu mets... Peut-être pas le Real, mais on va mettre le Bayern. Le Bayern? Tu mets Bayern top 4 Europe actuellement? Évidemment que le Bayern est plus fort que le PSG. Évidemment. Ah ouais, ok. Et top 5, tu mettrais qui? Top 5, top 5 on met soit l'Atlético, soit le Real. Soit l'Atlético, soit le Real. T'as vu la première... C'est l'Atlético quand même. Ouais, je suis en train de réfléchir à quelles équipes... Attends, le classement de la Ligue des Champions, c'est que c'est Liverpool, Barça, Inter, Atlético. Après, il y a qui dans le top 8? Il y a Leverkusen, Atalanta, Aston Villa, Lille. Ok, donc... Ok, ben moi, tu vois, j'aurais pas le même classement que toi, je pense. De vraiment actuellement, forme actuelle. Moi, je mettrais Liverpool, Barça 1-2. Même si, comme je l'ai dit, je crois pas au Barça en Europe, je crois pas à ce que le Barça réussisse à aller loin en Europe, d'autant plus qu'ils vont peut-être se prendre le PSG tout de suite et que ça va être direct un énorme test. Mais je mettrais quand même le Barça en 2 sur ce qu'il montre au niveau global. Mais par contre en 3, par rapport à la forme récente de l'Inter, par rapport au fait que l'Inter puisse prendre 3-0 à la Fiorentina, n'arrive pas à battre le Milan et un peu de choc sur des gros matchs récents, et par rapport à ce que j'ai vu de Paris dans les matchs récents, je pense que je mettrais le PSG en 3. Donc moi, je les mettrais en 3 devant l'Inter et devant... c'est dur. La 5e place, c'est dur. La 5e place, c'est vraiment dur. Arsenal. 5e Arsenal. Ouais. En fait, Jair, tu peux... Alors, si tu parles de la forme du moment, tu la prends à partir de quand? Parce que si tu prends depuis le début de la 2025. 2025. Je prends année 2025. 2025, pour moi, le PSG, ils sont top 3. 3e meilleure équipe. Et je vais même aller plus loin. Si le PSG sort Brest, ce qui a quand même de fortes chances de se produire, on a vu les affrontements domestiques, ce que ça a donné.
et que le PSG prend le Barça derrière et pas Liverpool, je pense que le PSG sortira le Barça. Oh là là. Je vois un trop mauvais match-up pour le Barça face au PSG. J'ai l'impression que le PSG est exactement le type d'équipe qu'il faut pour battre le Barça. Allez, on rajoute ça en prédiction what the fuck. Tu t'es mis trop loin de ton téléphone, on t'entend plus. Tu es fou. Alors, plus sérieusement, je comprends ce que tu veux dire. Oui, on a parlé du milieu de terrain avant, très bon. Mais je pense que Paris n'a pas du tout les joueurs pour le faire. Malgré l'arrivée de Kvaratskhelia, je trouve que Paris, il y a trop de trucs qui vont. L'effectif grandit, ce qui est très intéressant. On a parlé d'Ousmane Dembélé, mais c'est peut-être encore trop tôt. Ah mais Elio, rappelle-toi quand même la défense du Barça. Rappelle-toi quand même de ce qu'on a vu, de ce qu'ils ont été capables de faire, des matchs qu'ils ont pu te choquer aussi à droite à gauche, des espaces dans le dos. Barcola avec les espaces dans le dos qu'il laisse le Barça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le pire match-up pour le Barça, le PSG. On a vu la saison dernière, tu n'as pas totalement tort. Mais je pense sincèrement que en fait, j'ai énormément de mal à voir Paris passer. Dans le sens où je trouve que Paris, en fait, on peut faire les mêmes reproches de l'autre côté à la défense du PSG. Qu'est-ce que ça va donner contre le trio Rafinha, Lewandowski et Yamal? Yamal, Nuno Mendes, ça va être très très compliqué. Ouais. Alors après, il a encore l'option de titulariser Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes. Il va peut-être le faire par rapport à ce spécifique sur Yamal, je sais pas. Mais et après, de l'autre côté, après Rafinha, Hakimi, je suis pas inquiet. Hakimi, ça me semble. Par contre, Baldé Kvara ou Baldé Doué, à mon avis, ça pique. Et Barcola Koundé, alors Koundé, il est très bon, mais Barcola, si tu le lances dans le dos, peu importe comment tu t'appelles, tu vas pas le reprendre en fait. Donc je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un tirage qui sera très casse-gueule pour le Barça s'ils se prennent le PSG. Alors par contre, si le Barça prend le PSG, c'est quoi ça? Cheap viewers on stream. Ok, d'accord. Donc Mame Dick Shake Up, c'est quoi ça? Non, ça je vais ban ça. En technique. Ben c'est ça, c'est que là le problème c'est que je sais pas. Alors s'il y a le PSG Barça et que Monaco bat Benfica, dans le même temps j'aurai Monaco Liverpool. Monaco-Liverpool, c'est-à-dire les deux équipes que je supporte, ça va être très compliqué pour moi. Comment on fait ça alors? Hop. Mais moi, Jair, tu vois, j'aurais beaucoup. Je trouve que le deuxième débat que tu voulais proposer était beaucoup plus sensé. C'est-à-dire sur Dembélé? Ben écoute, ça, la suite de la saison nous le dira. Est-ce que je me suis trop avancé? Et en fait, je trouve que ce débat est intéressant parce qu'il montre bien de quelle époque du football on vit. Parce que tu vois, si Dembélé avait fait une prestation comme ça il y a 7-8 ans, tout le monde aurait dit mais vas-y, on s'en bat les couilles. Il y a Ronaldo, il vient de mettre un quadruplé en Ligue des Champions et t'as Messi vient de mettre un coup franc de l'espace et il fait 4 passes décisives. Là, en fait, le football, Jair, n'a plus de roi. Non mais d'accord. De malades mentaux. Oui, non, c'est vrai. Là, Ousmane Dembélé, il en est à 13 buts en 2025. Il est candidat avec Mohamed Salah, avec Rafinha. Ah, mais de toute façon, après, on va très vite être fixé, puisque, comme tu dis, avec Rafinha, avec Salah, ce qui est intéressant, c'est que ces trois équipes peuvent s'affronter tout de suite. Déjà, l'une de ces trois équipes, c'est sûr à 100%, ne sera pas en quart de finale de Ligue des Champions. Donc déjà, il y a un prétendant qui va sauter tout de suite. Là. Il y a un prétendant, dans 1 mois et demi, il aura sauté. Et le truc, c'est que
Bah, je te dis, pour l'instant, moi, c'est mon top 3 Europe. Donc, en fait, on se retrouve dans une Ligue des Champions qui a créé un format qui fait que les équipes que je juge à ce moment M de la saison comme les 3 meilleures d'Europe vont se court-circuiter. On a un nouveau format de Ligue des Champions qui fait qu'on a City Real en barrage. Ouais. Bah, je veux dire, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Non. Et Dembélé, si Paris passe l'obstacle Liverpool ou l'obstacle Barça, oui, il sera candidat. Il sera candidat s'il maintient évidemment son niveau actuel qui est assez stratosphérique. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, vraiment, saison complètement insensée du PSG quand même. Hein, sur qui on a allègrement déféqué pendant 3 mois avec des prestations lamentables en Ligue des Champions. Et qui d'un coup là a pris une espèce de poussée de croissance. Et qui fait que l'équipe, elle est juste monstrueuse depuis quelques semaines. Et voilà, hein, c'est à mettre au crédit de Luis Enrique. Hein, on l'a assez critiqué même ici. Et là, on est obligé de dire que, ouais, ok, ben, il demandait du temps. Et il avait peut-être pas tort. Et j'ai hâte que Robin revienne pour parler de ça dans l'émission. Parce que Robin l'a quand même bien défoncé, Luis Enrique. J'aimerais bien connaître son avis actuellement. Mm-hmm. Bah voilà pour ce Bigfoot. Il nous reste du coup les fameuses previews des affrontements Ligue des Champions. Alors t'as vu, j'ai été sympa Elio dans les affiches. J'ai mis le Juventus PSV ouais. pour que tu puisses en parler. Bon, commençons. Est-ce qu'on fonctionnerait pas par pourcentage pour cette rubrique? Ah, oh, pas mal. Ouais, en vrai, je te suis. Allez, alors Brest-Paris, Elio. Donne-nous ton... Sur le match ou sur la confrontation totale? Allez, on va faire sur la confrontation... non, sur le match en lui-même. Sur juste le match qui vient, là. Le match qui vient, les chances de l'emporter. On va pas parler match nul, on va dire, ok, chances de l'emporter. En fait, le jeu a beaucoup changé depuis qu'il n'y a plus les buts marqués à l'extérieur. Mais je dirais que c'est sur le match aller. Je vois bien un bon 40-60. 40-60, donc Brest à 40 et Paris à 60. Oui. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok, donc ça veut dire que en gros, une fois, un peu plus d'une fois sur 3, si on joue le match 3 fois, tu vois Brest l'emporter une fois. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est une sacrée cote. Ok, non, moi je vais pas aller aussi loin. Sur la confrontation totale, j'aurais mis un truc indécent pour Paris. Mais là, ouais, match aller, Brest à domicile, enfin, on connaît le domicile de Brest en Ligue des Champions, c'est pas le même, mais ok. Moi, je vais être sur du 20-80. Ok. 20-80, c'est-à-dire qu'il gagne ce match 2 fois sur 10. Ouais, mais Benfica, ils sont bons, ouais. Non, mais là, je parle de Brest. Hein. Ouais, mais je pensais à Benfica. Comme à Hudson-Edouard avant, je pensais à Benfica. Ok, rien à voir. Donc, ok, donc on va partir sur ça. Donc, toi, c'est du 40-60, moi, c'est du 20-80. Donc, en gros, le prono langue de foot, c'est du 30-70. Ouais. Ça me paraît pas mal, en fait, en vrai. 30-70, ça me paraît être peut-être... Ouais, ok. Pour parler un peu tactique, sur quoi Brest va s'appuyer, ben, comme d'habitude, hein, les longs ballons sur Sima, sur Ayork. Essayer de jouer tous les coups francs, tous les coups de pied arrêtés à fond. Maintenir un bloc bas. Pas laisser d'espace à l'intérieur. Resserrer le bloc au maximum. Peut-être laisser un peu d'espace aux ailiers, mais grosse densité dans l'axe. Ça va se jouer là-dessus. Il va falloir que Brest fasse évidemment un match hallucinant pour espérer ne pas perdre. Mais voilà, il y a quand même une différence de pression pour les deux équipes et c'est peut-être ça aussi qui va pencher pour Brest, c'est que eux ils vont jouer totalement libérés. Alors que si le scénario du match tourne bizarrement, peut-être que le PSG peut légèrement douter. Même si bon, sur les dernières semaines, ils ont montré beaucoup de solidité mentale, donc ça va être compliqué. City Real.
City Real, ça c'est intéressant parce que là c'est à City, c'est le match aller. Le Real, c'est un peu l'équipe dont on comprend rien cette saison. Alors d'ailleurs, on n'a pas précisé ça, mais le Real n'a toujours pas gagné un seul gros match cette année. Si on enlève la victoire contre l'Atalanta, qui est une victoire en trompe-l'œil. Hein. Vraiment, l'Atalanta ne méritait pas de perdre ce match. Là, ils ont à nouveau pas battu l'Atlético. On se souvient qu'ils se sont fait dérouiller les 2 fois contre le Barça. Ils ont perdu à Liverpool. Bon, là ils vont jouer un City malade, mais un City qui a du marmouche maintenant. C'est quoi tes pourcentages sur ce match aller à City? Je dirais que c'est pour le match aller, allez, je dirais 40-60. 40-60? Ouais. Ah ouais, tu mets quand même le Real favori. Ok. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux rebaisser un tout petit peu ton téléphone? Pareil, tu t'es un peu trop coupé là. Ouais, voilà. S'il tient comme ça. Ouais, parfait. 40-60. Non, moi, je vais être moins méchant que toi avec City. Et moi, je vais carrément prendre un petit risque. Au vu de comment la défense du Real est décimée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Rudiger, que le Real va vraisemblablement jouer avec Tchouaméni et Asensio. Même si Asensio montre de bonnes choses, le fait qu'ils doivent jouer avec ça, plus avec Vasquez qui ne me convainc pas du tout comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais dire 55-45 pour City. Okay. Et c'est pas sur la confrontation, c'est sur le match en lui-même. Mais même sur toute la confrontation, si je devais tenter une prédiction folle, je serais vraiment pas loin de dire qu'il va se passer une dinguerie. En fait, je sais pas, je vois une dinguerie dans ce match. Et je me dis que City va peut-être le faire. Ce qui serait... C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le Real en 8ème de finale de Ligue des Champions. Ce serait complètement fou. Mais je sais pas, ce City est tellement au fond du gouffre que ouais, vas-y. Ou avant, c'était en 2019-2020, si je me trompe pas. Ouais. Perd contre Liverpool, non, en 8ème. Alors je me souviens plus du parcours. Donc c'est 2019-2020 ? Ouais. Attends, parce que Liverpool, il la gagne. C'est la saison où Liverpool la gagne, du coup, ça. C'est la saison juste Attends, non, 2019-2020, Liverpool sort en 8ème contre l'Atlético. Donc c'est... Oui. Je cherche l'équipe qui sort le Real. Bon, on s'en fout, mais c'est juste... Ouais, pour moi, ça fait plus longtemps que ça. Hein. Pour moi, ça fait plus longtemps que ça, à moins que l'Ajax les ait sortis en 8ème. Mais dans mon souvenir, c'est un quart, l'Ajax. Bon, je sais plus. Peut-être dans le chat, si vous pouvez vérifier ça, dites-nous. Jean qui nous dit 65-35 pour le Real. Il est encore plus sévère que toi. Donc Jean, il voit pas du tout une dinguerie dans ce match. Mais moi, je sais pas. Manchester City, ils sont tellement au fond, en fait, que je me dis que là, sur un Real affaibli en défense, où personne met plus aucune pièce sur City, hein, et où du coup le niveau de pression ressenti par City, il est ultra bas, hein, ils ont failli même pas être à ce stade-là de la compétition. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être la révolte des cadres, et ils ont quand même encore un effectif de malades, et je me dis, ils peuvent pas passer cette saison en se faisant taper dans tous les sens, partout, tout le temps. Il y a un moment où il doit y avoir révolte, et je sais pas, ils ont quand même tapé Chelsea, même si Chelsea est pas dans une forme énorme. Moi je vois bien City le faire. Je vois bien City le faire. Aussi bien qu'on voit la belle non-calvitie d'Elio. Ouais. Et je sais pas. Et je vais rester sur mon 55-45, mais j'ai hâte qu'on soit la semaine prochaine pour débriefer ce match. En tout cas, ça va être énorme. Et c'est dès mardi. On sera pas trop déçus, je pense, de louper l'affrontement franco-français. Et moi, clairement, je pense que je me brancherai sur ce match-là parce que c'est trop de la folie. Juve PSV. Alors là, j'ai vraiment hâte d'entendre tes pourcentages parce que l'affrontement italo-néerlandais là avec le Milan Feyenoord de l'autre côté. Vous prenez le PSV, le meilleur des deux. Hein, vous auriez pu prendre Feyenoord. Qu'est-ce que carrément il va remettre le maillot.
quand tu vois les performances actuellement de City, non mais je suis d'accord avec toi, Jean, hein, je vois tout ça. Hein. Je vois tout ça, mais le problème c'est que bon, là, ils ont été prendre une tôle à Arsenal, mais Arsenal, je les mets tout en haut du panier des meilleures équipes en fait. Et le problème c'est que dans ce panier-là, je mets pas le Real. Et par contre, que le Real ait un niveau de performance qui puisse se rapprocher de celui d'un City sur les mauvais jours du Real avec une défense décimée, j'arrive à concevoir ça en fait. J'arrive à concevoir ça et je sais pas. Je pense que Savigno peut leur faire mal. Je pense que Marmouche peut nous sortir une performance all-time. Je pense qu'il y a toujours quand même du Erling Haaland. Mais après, c'est sûr que la défense de City face à du Rodrigo, qui est d'ailleurs Rodrigo, on n'en a pas parlé, mais très gros match encore de sa part. C'est peut-être lui le joueur le plus en forme des 4 fantastiques. Je sais pas. À domicile pour City comme ça, je pense qu'il peut se passer une dinguerie. Mais on verra ça, donc la Juve, Elio. Le PSV, c'est une équipe qu'on a déjà affrontée cette saison en Ligue des Champions. C'est une équipe lors de la première journée qu'on a battu 3-1, c'est une équipe qui carbure en Ligue néerlandaise. Je crois qu'ils sont alors... Non, mais là, petit ralentissement. Là, ils peuvent perdre la tête. Hein. Si l'Ajax gagne ce match en retard, ils sont plus leaders. Ils ont perdu la tête déjà, ils sont deuxième. Ah, d'accord. Mais c'est quand même une équipe qui caracole à 3 buts de moyenne par match. Ouais, ok. Aux Pays-Bas, ce qui n'est pas dégueu. Non. Mais je sais pas. Je pense quand même qu'on est favori sur la confrontation. Ok, donc bon, là c'est le match aller. Donc si vous êtes favori, là c'est le match aller à domicile. Donc du coup, si vous êtes favori, tu dois me sortir au moins un 60-40 dans ces cas-là. Ouais, moi je te sors un 70-30 même. Wow. Un 70-30 carrément. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. On doit gagner. Là j'en ai marre. Là on mange du caca. Là, je veux qu'on gagne celui-là. Ok. Bah écoute, 70-30. On a RKM Prime en pointe. On va gagner. Wow, franchement, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais 70-30, ça me paraît vraiment beaucoup pour une équipe qui a quasiment aucune certitude nulle part. D'ailleurs, j'en profite pour donner le score en direct. Le Barça mène 3-1 à Séville. Donc voilà, est en train de bien plier le match. 55-45 nous dit Jean pour la Juve, mais il dit qu'il précise qu'il fait ça pour toi, Elio. le petit 55-45. Bah moi, tu sais quoi, je vais donner le prono inverse pour contrebalancer ton 70-30. Je vais dire 45-55 pour le PSV. Ça m'en rend fou. Parce qu'à l'époque, on était les plus grands. À l'époque. Et là, maintenant, les gens, ils nous mendient les pourcentages. Les gens, ils nous mendient. Ouais, on fait ça, c'est de la charité. J'en veux pas de votre charité. Moi, je veux le retour de Sami Khedira au milieu de terrain. C'est ça que je veux. Ouais, non, j'avoue que c'est chaud. Non, après, honnêtement, Elio, le PSV, ils ont pas montré grand chose quand même à l'extérieur dans cette Ligue des Champions. Alors, ok, ils font match nul face à un PSG qui était pas encore lancé. Mais en Ligue des Champions, leur résultat, c'est pas dingue. Ils perdent contre Brest, le PSV, non? Oui, ils perdent contre Brest, hein, le PSV en phase de poule. Donc, je sais pas, ouais, non. Non, vas-y, je vais être logique, je dis 50-50. 50-50 parce que vraiment, vous m'avez pas convaincu. Mais c'est vrai que je peux pas les mettre favoris sur ce match-là. Par contre, au match retour, attention, mes pourcentages vont peut-être te surprendre. Sur le match retour, il y a moyen qu'il y ait une dinguerie en faveur du PSV. Dernier match. Oh là là, mais alors j'annonce pour la maxi draft de la semaine prochaine, Elio, je t'annonce que tous mes joueurs sont en train de faire du sale. Ça va être du jamais vu hein, dans l'histoire de la maxi draft. Hein. Là, je suis en train de voir que Poku Barsi, qui ne jouait pas, Aroro s'est blessé, il est rentré, il a fait une passe décisive. Tous mes joueurs sont en train de marcher sur leur journée de championnat là. Pff, incroyable. Bref. Comment ? De quelle couleur ton maillot de Liverpool, j'allais dire? Ah là là, je sais pas encore, ils sont trop beaux, toutes les versions sont trop belles cette année. Dernier match duquel on va discuter, Monaco-Benfica. La phrase là, ils sont quand même forts Benfica. Ouais, ils sont forts Benfica. Ils sont forts, mais c'est surtout que nous on n'est pas fous. Il faudrait que je regarde si Lamine Camara sera remis. Je vais aller voir ça tout de suite. Pendant ce temps, je te laisse donner tes pourcentages sur
cette rencontre aller en principauté. Donc sachant qu'il y a déjà eu un Monaco-Benfica en poule, que Benfica l'avait emporté 3-2, mais que Monaco avait été réduit à 10 assez tôt dans le match, vers la 50e, 55e minute, quelque chose comme ça, de mémoire. Benfica est une bonne équipe, et j'en sais quelque chose, parce qu'on a perdu contre eux, et moi, le mec qui me fait le plus peur, c'est évidemment Pavlidis. Pavlidis, et du coup, à 4 buts en 2 matchs, là, en Ligue des Champions, c'est très très bon. Là, du côté de Monaco, on va dire que c'est vrai que ça va pas fort. Le milieu est pas vraiment au top. Là, je vois Benfica, je vois un match nul. Je vois vraiment 50-50 au match aller. Et Benfica passe au retour. Ok, donc toi sur la confrontation, tu mettrais Benfica devant. Moi en fait ça va beaucoup dépendre de la présence ou non de Lamine Camara. Le deuxième joueur qui nous manquait encore une fois contre Paris, alors ça m'énerve un peu parce qu'on s'est tapé 3 fois Paris, on s'est fait exploser les 3 fois, mais on n'a jamais pu aligner l'équipe type. Il a toujours manqué un élément essentiel. Là contre Paris ce week-end, il nous manquait 2 éléments essentiels, Lamine Camara et Wilfried Singo, qui est juste monstrueux. Lamine Camara, il n'y a pas d'informations sur sa présence ou non pour ce match. Et Singo, si je regarde les actualités, Singo et Zakaria, ils en parlent pas encore, on n'a pas encore le groupe. Donc moi en fait je vais donner 2 pourcentages. Si Singo et Camara sont là, je vais dire 65-35 pour Monaco. D'accord, si on aligne vraiment l'équipe type avec Singo, Camara, Zakaria, je vais dire 65-35 parce que j'ai vu le match aller contre Benfica où on avait notre équipe type et on leur a roulé dessus. Mais littéralement. Déjà, il doit y avoir 2-0 à la mi-temps et on doit jouer à 11 contre 10. Il y a une dinguerie arbitrale de fou sur ce match, on se fait voler. Et vraiment, ils voyaient pas le jour. Maintenant, à Benfica, il y a des joueurs dont tu as parlé. Il y a aussi, évidemment, l'éternel André Di Maria qui a été monstrueux contre nous au match de poule et qui me fait très peur. Mais de ce que j'ai vu dans la confrontation sur le match de poule, quand on a nos forces vives, on est au-dessus collectivement de cette équipe de Benfica. Par contre maintenant, s'il manque Singo, s'il manque Camara, là je vais plus être sur du 50-50 comme toi. Parce que je pense qu'on a quand même la qualité pour leur faire mal. Mais le problème, c'est que sur cette double confrontation, vu notre forme désastreuse à l'extérieur en ce moment, il faut absolument qu'on remporte le match aller si on veut passer. Si on ne gagne pas ce match aller, je pense que ça va être trop compliqué d'aller là-bas chercher la qualification. Donc il faut absolument que Monaco sorte un gros match et se donne le droit d'avoir ensuite un 8e de finale pour l'histoire contre Liverpool ou le Barça. Voilà. Là, c'est un peu notre finale de Ligue des Champions à nous parce que honnêtement... il y a quoi ? Il y a quasiment aucun monde dans lequel on franchit l'obstacle. Alors, il y a strictement aucun monde dans lequel on franchit l'obstacle Liverpool. Et le Barça, il y a un monde où on franchit l'obstacle parce qu'on les a joués 2 fois cette année et qu'on les a battus 2 fois. Mais c'était pas le même Barça, ce sera pas le même Barça. On jouera pas 11 contre 10 pendant les 2 matchs non plus. Parce que c'était quand même comme ça notre victoire. Mais voilà, le Barça, je dirais qu'on aurait 5% de chance, mais Liverpool vraiment 0. Liverpool, c'est même pas la peine. C'est comme l'Inter, c'est comme le PSG. On peut pas passer ça. C'est trop. Donc voilà, donc Benfica pour rêver et ensuite prier pour prendre Barcelone et avoir un infime espoir. Voilà. Eh bien écoute, on est plutôt dans les temps, hein. Il est 28. Bon, on n'aura pas le temps pour un petit jeu, mais voilà, on a bien poncé, je pense, tous les sujets du jour. Finalement, ça a été bon, c'était la galère, le live au iPhone. On a la moitié de ta tête, la moitié du temps. En vrai, mais ça aurait pu être pire. On a fait des lives pires. Hein. Je pense. Les lives dans des caves à tours, des trucs comme ça. Ouais, il y a eu ça. La semaine dernière, on aurait pu faire le live parfait, mais évidemment, mon micro qui a décidé de se brancher sur le micro de ma webcam, ma voix avec plein d'écho horrible tout le live sans qu'on s'en rende compte. Bon voilà, Langue de foot, l'an 1, c'est l'an galère, mais c'est pas grave. On kiffe quand même de fou être là. Et puis c'est cool, hein, les abonnés, ça continue à monter. On est content. Là, pas de contenu pendant 2 semaines sur TikTok. On gagne 80 abonnés. Donc franchement, c'est plutôt propre. Et voilà, bon là, on va reprendre. On va voir ce qu'on peut faire avec cette vidéo, ce qu'on peut en tirer.
Ouais. faire des petits shorts à nouveau. Mais voilà, c'est comme d'habitude, l'aventure Langue de Foot continue. Ouais. Et puis on espère. Elle est belle. Ouais. En plus, on vous prépare un petit truc là pour le mois d'avril. Là, on a un petit projet qui est en place là, qui devrait vous plaire. On n'en dit pas plus. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui suivent, qui nous envoient de la force. Et merci à la Juve de nous divertir autant cette saison. Merci à Randall. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour débriefer ces barrages de aller de Ligue des Champions. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao. Randall Colomwani, il a sonné la révolte. Allez, on s'arrête sur ça. Bisous la Allez. mif. Bisous.